Alors bonjour à toutes et à tous. Merci de nous rejoindre en fait à cette nouvelle rencontre autour de la réhabilitation frugale qui est dédiée ce soir à l'autoréhabilitation accompagnée, intégrée en fait à l'autoproduction de manière générale accompagnée. Donc pour cette rencontre, nous avons le plaisir d'être rejoints par Thomas Zins, architecte, qui va nous raconter son expérience en fait de l'autoréhabilitation accompagnée. Donc il l'a concerné d'abord et par la suite dans son itinérance, il nous livrera en fait différentes expériences qu'il a observées, celles auxquelles il a participé. Ce sera suivi aussi de l'intervention de Marie Dagoré, fondatrice de l'Atelier 32, qui, elle, accompagne en tant que maître d'œuvre depuis quelques années déjà de nombreux habitants qui se sont lancés dans l'autoconstruction ou l'autoréhabilitation de leur maison, de leur habitation. Juste un petit mot en fait pour introduire cette séance qui est assez importante en fait et qui s'inscrit de manière joyeuse et favorable dans un contexte bardé en fait d'urgence tous azimuts. Qui aujourd'hui on peut dire que le modèle industriel qui s'est fondé sur une production en fait qui a donné un peu le monopole aux professionnels, euh, elle vient buter en fait sur deux petites limites qui sont d'abord quand je dis petite, en fait, euh, ce n'est pas ce que je souhaite dire, justement, deux énormes limites. Donc, d'abord, une limite qui est en termes de ressources et une deuxième limite qui est aussi des ressources, mais plutôt des capacités financières à porter un projet de réhabilitation dans un contexte où on comprend que l'entretien et l'amélioration de son habitat, de son logement, constituent aussi un objectif majeur, en fait, pour bien vivre. Parfois pour s'en sortir seulement, hein, pour éviter aussi des situations dramatiques. Donc, d'un point de vue réglementaire, si on doit garder un contexte français, on sait que d'un point de vue institutionnel, il y a deux dates majeures seulement qu'on enregistre aujourd'hui, qui sont 2009 où on a eu la sortie en fait d'un rapport du Conseil d'État qui signalait que d'un point de vue patrimonial et bâtimentaire, il faudrait laisser une place à l'autoréhabilitation et l'autoconstruction. Le mot accompagné n'était pas forcément en fait majeur, mais il était quand même signalé. Et la deuxième date que nous pouvons retenir, c'est 2014 avec le rapport Berrier du Conseil général de l'environnement et du développement durable, qui lui aussi signalait que l'État devrait encourager, devrait favoriser et sécuriser toutes ces opérations en fait qui étaient en train d'éclore et de fleurir autour de l'autoréhabilitation et l'autoconstruction accompagnée. Quand je dis accompagnée, en fait, nous l'avons compris, elles sont accompagnées par des professionnels qui peuvent être des maîtres d'œuvre, une entreprise aussi, un architecte, ou parfois même des animateurs en fait qui viennent accompagner à un certain niveau ce type d'opération. Mais à ce jour, à la lecture en fait de tout ce qui est sorti, rien n'a bougé du côté des institutions. On sait que c'est des balbutiements, c'est des souhaits, mais qui ne sont pas portés de manière sérieuse et forte. Euh, Avant de commencer, peut-être qu'il faudrait aussi qu'on distingue certains mots parce que parfois nous confondons vernaculaire et autoproduction. Et en fait, les deux peuvent se rejoindre, mais restent quand même distincts. Le vernaculaire, nous savons, c'est le fondement en fait de toutes les constructions anciennes qui se sont faites en fait par transmission de savoir et surtout par expérimentation. L'autoproduction, l'autoconstruction, l'autoréhabilitation est un mot neuf qui n'existe pas d'ailleurs dans le dictionnaire et qui est lié surtout au modèle industriel, c'est-à-dire qu'on va aussi jouer de ce qu'a offert le modèle industriel pour venir le décliner à une plus petite échelle. Si nous souhaitons lui accrocher un ancêtre, ça serait plus le mouvement des castors qui a commencé euh, au milieu du 19e siècle. En fait, c'était plutôt des coopératives ouvrières qui ont réuni un ensemble, un groupe de citoyens autour d'un projet commun, mais toujours
lié en fait à une dimension économique de précarité ou de difficulté économique en termes de capacité pour accéder en fait ou à la propriété ou simplement avoir un logement ou une habitation. Le mouvement, en fait, va s'amplifier dans les années 20 avec des productions collectives, mais surtout le mouvement des castors va vraiment naître, en fait, dans les années 50, juste après la guerre, où on a cette crise qui est totalement différente, mais qui a aussi des éléments, en fait, similaires avec la situation dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui, qui est accentuée, en fait, par cette crise de logement dans laquelle nous nous trouvons. Dans ce contexte, en fait, les castors qui ont pris le mouvement des castors qui a pris le nom de cet animal connu pour ses capacités à construire, mais surtout à construire collectivement, va permettre à de nombreuses petites communautés en fait de se réunir et surtout en fait de donner une valeur au temps consacré à la construction, à l'autoconstruction en fait de son logement ou de son habitation. Pour rester brève, en fait, ce mouvement va petit à petit s'éteindre et la dernière opération collective qui a été réalisée, en fait, son apogée était dans les années 60 et il va petit à petit décliner avec une dernière opération qui sera construite en Île-de-France en 1972 à Saint-Vrain. Aujourd'hui, on sait que les problèmes de mal logement, en fait, se sont amplifiés, mais nous ne... En fait, dans la présentation qui sera faite par Thomas et Marie, nous ne souhaitons pas non plus associer l'autoproduction, en fait, à la précarité ou à la difficulté. Bien sûr qu'elle vient y répondre d'une certaine façon, mais aussi dans l'autoproduction, on retrouve aussi une sorte de réappropriation en fait des moyens de production de son habitation, de production alimentaire et ça a aussi une dimension en fait gratifiante et c'est ce qu'on verra probablement avec ce que va nous partager Thomas autour de sa propre expérience et de celle en fait qu'il a découvert tout au long d'un joli voyage qu'il a entamé il y a près d'un an maintenant. Euh, je lui laisse la parole. À toi, Thomas. Merci beaucoup, Soraya. Merci d'ailleurs de la frugalité là, pour cette invitation et cette occasion de vous partager ce projet, ouais, enfin en tout cas un projet, une expérience. Juste peut-être pour dire deux mots pour comprendre d'où je parle. Moi, j'exerce depuis 2 ans au sein de l'atelier Toyo avec ma compagne Johanna Karl, et on a donc ça fait 2 ans, donc c'est un tout jeune atelier. Avant ça, j'ai un exercice plutôt conventionnel, on pourrait dire en agence. Hein. J'ai passé une quinzaine d'années à travailler à différentes échelles. Et il y a 2 ans, au moment où on monte l'atelier Toyo quelque part, on a vraiment eu un besoin de changement de vie, quoi. Ça a commencé par l'envie peut-être de quitter Paris, le besoin de re-questionner notre mode d'exercice de notre métier. On est tous les deux architectes. Et voilà, on avait une quarantaine d'années. Et enfin, grosse question, quoi. Comment on fait? Comment on réinterroge son mode de vie, son travail, enfin bref, et tout un tas d'autres questions à 40 ans. Et effectivement, c'est comme l'a déjà dit Soraya, pour trouver des réponses, on a imaginé un voyage. Et donc, ça fait un peu plus d'un an qu'on voyage en France à travers des collectifs d'autoproducteurs qui, eux, testent, quoi, tentent des choses, mettent les mains à la pâte et, voilà, ils essayent de réinventer le mode de construire, le mode de vivre ensemble. Et donc voilà, tout ça, c'est une belle histoire. Aujourd'hui, je vais vous raconter aussi, enfin, cette envie de faire que moi j'ai eue, elle démarre très tôt parce que j'ai grandi dans une famille d'autoconstructeurs, autoproducteurs, donc voilà, ça aide aussi probablement. Et c'était un peu ce qui me tiraillait pendant toutes ces années de salariat également. Comment on fait quoi, pour combiner tout ça? Enfin, bon, donc ce voyage répond aussi à ce besoin. Donc voilà, donc nous depuis 2 ans, en cheminant, on a réinventé cet exercice en nous intéressant à des démarches collectives, au faire ensemble justement à l'autoproduction. Et en fait, tout démarre pour nous, peut-être un peu plus concrètement encore, avec un projet, donc un projet perso. Donc, je vais vous raconter ce soir aussi d'où démarre, d'où part en fait cette interrogation sur le faire, un projet perso qui va raconter aussi quelque part notre cheminement et un peu notre vie d'une certaine façon. C'est la vie d'un couple, un couple de trentenaires parisiens qui cherchent à s'installer à Paris déjà et qui se pose cette question de comment on fait pour vivre dans Paris quand on n'a pas beaucoup de moyens
et qu'on projette en fait d'avoir une famille qui s'agrandit, quoi. Donc on cherche longtemps, on trouve pas forcément ce qui nous convient, et le jour où on arrête de chercher, un agent immobilier nous répond et nous dit, tiens, j'ai peut-être un truc qui peut vous intéresser, ça se trouve à Paris, dans le 20e arrondissement, venez voir, quoi. Donc vous voyez ici, c'est très dense, c'est vraiment des hauts, le haut de Belleville, on peut dire. Et l'appartement en question, il se trouve au premier étage de cette petite maison qui est tout à fait encaissée entre des hauts immeubles. Donc il n'y a pas beaucoup d'encellulement, il y a un vis-à-vis important, la structure de la maison est très modeste, le rez-de-chaussée est quasi insalubre. Enfin, en gros, il y a beaucoup de choses qui donnent pas trop envie, quoi. Enfin, ça a presque tout pour déplaire. Et quand on pénètre dans cette petite copropriété de trois maisons, on se retrouve ici dans une sorte de court-jardin. Et là, notre regard change un peu. On se dit, bon, là, il y a quelque chose à faire. Donc, l'appartement, il est au premier étage de cette petite maison-là. Et en fait, bon, bah, j'appelle mon père. Mon père est lui-même autoconstructeur, autoproducteur. C'est une personne qui a de l'or dans les mains, on peut dire, qui sait tout faire. Et en fait, on se pose la question voilà, je lui demande son avis, quoi. Et alors lui, il est en Moselle, il déteste Paris, il n'est pas du tout urbain, mais il me dit, écoute, si tu veux y aller, tu as envie de faire, tu as envie de tester des choses, je viens te filer un coup de main. Et donc, c'est aussi ça que je vais vous raconter ce soir, c'est que l'autoconstruction, l'autoréhabilitation, accompagnée justement par quelqu'un qui connaît le geste, ça n'a pas de prix, quoi. Et moi, typiquement, je pense que c'est ça qui m'a rassuré et qui a fait en sorte qu'on se lance dans ce projet. Donc là, je vais passer assez vite quelques images pour se rendre compte. Là, vous avez vu un peu l'état extérieur. Ça, c'est des combles. Par exemple, nous, on est tout à fait séduits. On rentre dans cet espace. Alors, comme ça, ça fait un peu peur. Mais on se dit, bon, là, il y a peut-être un truc à faire, des combles à réaménager, voire pourquoi pas une surélévation. Alors, avec nos petits moyens, mais avec beaucoup d'envie, d'énergie, eh ben, peut-être qu'on trouvera là un espace confortable à un moment donné pour notre famille qui s'agrandira, quoi. Et puis quand on commence à dessiner, on se dit quand même, elle est mignonne cette petite maison au pied des HLM, avec ce saut d'échelle incroyable. Donc, euh, donc voilà, on est hésitant, mon père un peu sceptique, mais on se dit voilà, que c'est un beau challenge. On ne sait pas encore où on va à ce moment-là, on est en 2012, mais on décide d'y aller. Donc on achète le premier étage. Pour se donner une idée de l'échelle, c'est 8 mètres de façade et c'est 39 mètres carrés. Donc c'est un petit appartement qui se trouve ici au premier étage. Donc là, vous avez une coupe en travers de la copropriété avec le bâtiment sur rue. À ce moment-là, donc je disais, on est en 2012, nous on achète ça, on se dit on va rénover ça et on rêve déjà de surélever, quoi. Bon, vous verrez que ça va pas tout à fait se passer comme on l'avait imaginé il y a un peu plus de 10 ans. Mais ça aussi, c'est c'est les joies des chantiers et des aléas, quoi. En tout cas, on commence la conception, on se dit à ce moment-là, on prend conscience un peu de l'état des choses. C'est lors des premiers sondages, on se rend compte que la structure est tout à fait modeste. On est sur une structure en briques, en réhausse, hein, sur des moellons au sous-sol. Et le premier étage, les murs, c'est des briques alvéolaires qui font 15 centimètres d'épaisseur. Donc, notre surélévation telle qu'on l'imaginait, tout de suite, là, au moment de la conception et des premiers sondages, c'est une sorte de premier frein. Mais bon, on ne se démonte pas, on se dit que on y va quand même. Donc, on envisage d'améliorer le confort thermique de cette maison en imaginant une isolation thermique par l'intérieur, un peu comme une boîte dans la boîte, en traitant les sols, les murs et le plafond. Et une fois que tout ça s'est lancé, on est à la fin de 2012 et on démarre les travaux. Donc on était dans un appartement, je vous disais, de 39 mètres carrés où l'organisation de l'espace était décomposée en 8 petites pièces. Donc 39 mètres carrés, 8 petites pièces. Alors pour mettre tout ça, il est adapté aux usages actuels. On commence par curer l'ensemble, par recomposer l'espace et par décloisonner l'ensemble, quoi.
Les combles sont complètement retravaillés, on dépose le plancher. Alors là, moi, c'est un peu aussi une sorte, donc j'avais une trentaine d'années, hein, je découvre l'ensemble de cette maison visée, je ne vous ai pas précisé, c'est fin 19e siècle à Paris, donc c'est bâti ouvrier, plutôt modeste. Donc moi, je m'initie à tout un tas de sujets, hein, au-delà du geste que j'apprends. Il y a aussi toute cette construction modeste parisienne faite de plâtre, avec les planchers en plâtre ou les planchers à auger, donc un plancher ourdi métallique avec des augers plâtre. Donc tout ça, c'est un peu une découverte pour moi et pour mon père aussi, alors qu'il a une grande expérience et il connaissait pas ce bâti traditionnel parisien. Et donc en fait, voilà, c'est aussi ça qui est intéressant quand on est archi et qu'on commence à mettre les mains à la pâte. On découvre tout un tas d'aspects techniques qu'on ignore complètement, quoi. Donc là, travailler cet espace-là, c'est aussi pour nous la possibilité d'envisager toujours cette surélévation, parce qu'on imagine, on a toujours encore en tête qu'un jour, il faut consolider donc la structure pour pouvoir surélever, quoi. On décape l'ensemble des murs qui sont pas en trop mauvais état, donc on décroute, il y avait des céramiques à enlever, enfin, donc là, on s'initie aux questions de rénovation thermique, confort thermique, avec le remplacement des menuiseries, en applique intérieur, quoi, de sorte à pouvoir imaginer un doublage à l'intérieur. Donc on n'avait pas beaucoup de surface, on se pose plein de questions sur jusqu'à quelle épaisseur on imagine, enfin, jusqu'à quelle épaisseur d'isolant. Donc on va finir par choisir de la laine de bois sur 10 cm d'épaisseur avec un doublage en fibre de gypse, quoi, en fermacelle à l'intérieur. Et là, pour nous, c'est tout à fait les balbutiements. On s'essaye aussi à la, à l'étanchéité à l'air. Donc là, on voit que c'est c'est tout à fait bricolé encore. Aujourd'hui, il ne faut pas garder toutes ces images-là comme une référence tout à fait technique. Mais en tout cas, voilà, c'est pour moi une grande découverte des scotch et de toute cette technique pour tenter de rendre cet appartement le plus étanche possible voilà, à l'air. Donc, c'était pas une mince affaire d'ailleurs. Et un jour, en fait, voilà, on a un résultat qui, quand même, enfin, malgré tout ce travail, fait que, après quelques mois, on a mis un an, on arrive à un résultat qui, pour nous, était tout à fait satisfaisant. Et là, je vous partage d'autres petits aspects. Enfin, typiquement, il y avait quelques cloisons qu'on a déposées. Donc, on avait tout un tas de stocks de briques, parce que je ne vous raconte pas le nombre de gravats, évidemment, qu'on a généré, hein. Vider les combles, ça a été, il y avait tout un tas de cheminées qui ne servaient plus, mais dont il y avait encore toutes les souches dans les combles. Donc, on a sorti quelques centaines de grands sacs de gravats. Et en fait, bon, il y en avait certains, comme la brique par exemple, on s'est dit, et si enfin, on doit déposer une cloison, on doit la recomposer, et si on testerait pas un peu de réemploi, quoi. Donc là, on s'est essayé sur la brique, à la nettoyer, à la remaçonner. Donc l'usage du fil à plomb aussi, sur 2,60 m de haut, un mur de 15, enfin bref, avec toutes les difficultés qu'on peut imaginer, enfin bref, de faire ça soi-même quand on n'a pas justement le geste, en tout cas pour ma part, hein. Se pose ensuite la question du sol. Donc là, à ce moment-là, on a une voisine âgée, Denise, qui vit au rez-de-chaussée. Et on se dit, donc nous, on s'imagine avec des enfants, et donc sur sa tête, des enfants qui courent sur un plancher ancien, très sonore. On se dit, bon, qu'est-ce qu'on fait? C'est le moment, et si on isolait aussi le sol, hein, donc c'est toujours cette logique d'isoler l'ensemble de la boîte dans la boîte, sol, mur, plafond. Donc on se lance dans la dépose de tout le parquet. Mais une fois qu'on a ça, donc c'est un chêne, un parquet chêne, un massif, donc fin 19e, il a 120 ans environ, et on se dit, qu'est-ce qu'on fait de ça? On va quand même pas l'envoyer à la benne. Donc, bon, bah, du coup, on se dit, et si on le réutilisait? Donc, on se lance dans une dépose soignée de toutes les lames de parquet. On nettoie, c'est un parquet cloué, donc il faut sortir tous les clous avant de l'envoyer bah, sur les rabots et les toupies pour les remettre d'équerre et pouvoir éventuellement les reposer. Donc à ce moment-là, on pense que c'est possible, on ne se rend pas compte du tout encore du temps que ça va nous prendre, mais on se lance dans l'aventure. On cure l'ensemble du plancher, quoi, de ce qu'on trouve en dessous, les solivages, des petits monticules en plâtre, on enlève tout, on en profite donc pour remplacer les solives et isoler ça en bois. Alors évidemment, ce qu'on n'avait pas du tout anticipé aussi, c'est qu'entre un appartement, alors je vous disais, il est petit, hein, il y a 8 mètres de façade, on devait avoir peut-être 12 mètres de diagonale, et on avait 12 cm
de différence de niveau. Donc, en fait, avant de poser les nouvelles solives, il faut qu'on s'amuse sur un petit jeu de patience et de précision à recomposer, enfin, à recréer tout un tas de petites cales qu'on vient souder sur les solives, sur les, pardon, les IPN de la dalle plâtre, avant de pouvoir poser les solives. En tout cas, c'est voilà, c'était peut-être plus, il y a peut-être plus efficace, mais on a envisagé ça, sachant on voulait l'isoler, donc on avait à ce moment-là abandonné toute idée de chape liquide, peut-être qui aurait été bien plus efficace. Donc une fois qu'on a passé tout ça, donc mon papa aussi, enfin je dis, il est autoconstructeur de métier, il est tourneur-fraiseur, mais il est passionné de menuiserie, enfin, de charpente, enfin de tout un tas de choses. Donc dans son atelier, on emmène tout en Moselle, on rabote tout, on reprend tout à la toupie pour refabriquer tous les tenons, enfin toutes les lames de plancher, quoi, de sorte à ce qu'on puisse les réinstaller, euh, le reposer. Donc là, par chance, on arrive à, avec, avec la quantité de bois qu'on a, enfin, on a dû en jeter une partie quand même qui n'était pas récupérable, on arrive à générer cette pièce de 25 mètres carrés. Donc on était hyper fiers, enfin, ça nous a pris du temps, mais on était très très contents du résultat au final. Et puis voilà, ça, un jour, avec tout ce boulot, ça se termine pareil, et on a un résultat où bah, ce parc Echen, c'est quasi lui, enfin dans un environnement, là on voit un espace plutôt très standard, hein, avec du mobilier industriel et voilà, tout un tas de choses du commerce. Grâce à ce parquet, on arrive à créer une ambiance, une atmosphère qui nous semblait très intéressante. Et en plus, voilà, on a fabriqué un geste et une sorte de rapport à la matière dont on se souvient encore aujourd'hui, quoi. Euh, Là, du coup, on est en 2013, fin 2013, on se dit, donc on accueille avec cet appartement terminé là notre premier enfant. Donc on est très content, le timing est parfait. On réfléchit à la surélévation, on négocie avec les voisins, je vous en parlerai un tout petit peu après, et on dépose un permis de construire. Donc tout ça prend quand même quelques années avant de déposer le permis de construire. La négo a été très très longue avec nos voisins. Donc en 2017, oui, 5 ans plus tard, on dépose un permis. Sauf que à ce moment-là, notre voisine Denise, donc du rez-de-chaussée, décide de vendre. Elle veut quitter son appartement et elle vend. Et donc là, bon, bah, on se dit quoi, on va voir ce qui se passe, c'est en dessous de chez nous, et on découvre un appartement qu'on ne connaissait pas, mais qui est dans un état d'insalubrité vraiment très, très, très fort, quoi, très grand. Et donc, nous qui voulons surélever, on se dit, mais peut-être qu'il faut d'abord imaginer un sondage global de la maison, enfin maîtriser la structure de l'ensemble avant de commencer à surélever, sachant que les murs ne sont pas suffisants, enfin, les premiers points ne savent pas, ne sont pas très, ne sont pas suffisamment dimensionnés. Donc, finalement, la surélévation, bon, on la met de côté, encore une fois, et on se dit, on achète le rez-de-chaussée. Et donc là, on voit les images, les images avant. Donc ça, c'est le rez-de-chaussée, et ça, c'est l'état du sous-sol. C'est une maison qui avait été complètement laissée à l'abandon de tout entretien, en fait, on se rend compte de ça à ce moment-là, avec des fuites extrêmement importantes. Il n'y avait pas un seul réseau qui ne fuyait pas dans le sous-sol, donc avec une humidité très forte. Et bah, l'eau et l'humidité dans un environnement où, enfin, donc l'environnement, ça génère de l'humidité, pardon, et avec des planchers plâtres, bah, tout le ferraillage dans les planchers plâtres ont gonflé, rouillé et ont explosé à peu près tous les planchers. Donc on a dû tout déposer. Et à ce moment-là, on s'est fait plutôt accompagner par une entreprise de gros œuvres, et donc on a réalisé une nouvelle dalle béton au plancher bas du rez-de-chaussée et au sous-sol. Donc tout ça, ça a été refait à ce moment-là pour consolider l'ensemble et puis pour préparer surtout voilà, la structure pour la surélévation. Donc à ce moment-là, c'est aussi là où on pose, on pose une structure comme une sorte de squelette métallique à l'intérieur des murs, de sorte à pouvoir bah, demain venir supporter la surélévation, quoi. Donc là, pareil, on a été accompagné par un bureau d'études pour faire tout ça. Ça nous a pris un peu de temps pour du prévisionnel qui était encore à ce stade-là tout à fait. Enfin voilà, c'était très incertain qu'on arrive à se faire un jour cette surélévation. L'autoconstruction, ce que je voulais dire aussi, c'était que ça permet de tester des choses même vraiment dans le détail, quoi. Donc on s'est amusé, par exemple, à travailler sur une paroi coulissante, parce que l'espace restait quand même assez contraint. Donc pour séparer la chambre des enfants des parents,
qui sont deux tout petits espaces et que donc on a imaginé une porte qui soit une cloison pliante, coulissante, qui une fois ouverte permettait aux enfants d'avoir un grand espace de jeu, quoi, sachant que les parents, dans leur chambre, ils y dorment la nuit, mais la journée, il n'y a personne. Donc quand on ouvre ça, hop, on a un grand espace de jeu. Donc ça, pareil, ça a été une vraie partie de plaisir avec un savoir-faire. Enfin, j'ai beaucoup profité du savoir-faire de mon père pour m'aider, enfin, pour réaliser cet espace-là, quoi. Pareil, un dessin d'escalier bibliothèque où on est allé avec un travail de serrurerie hyper soigné, hyper fin, qu'on a pu réaliser voilà, en prenant le temps de, de, de- de souder ça pièce par pièce, enfin déjà de dessiner, de concevoir et de souder. Donc le rapport la maîtrise de l'ensemble du process, quoi, pour moi, ça a été un apprentissage vraiment sans limite, j'ai envie de dire ça comme ça. Je vous parlais de la surélévation. Donc là, c'est drôle parce que, enfin, en tout cas, je trouve ça marrant. Je vous montre une image à gauche. C'était le rêve qu'on avait, le premier dessin qu'on a fait quand on a acheté l'appartement, en se disant, ben voilà, une petite boîte on change les panelages, enfin, on se fait plaisir, une grande verrière. Bon, on a mis 5 ans pour négocier avec la copro. Ils n'étaient pas du tout d'accord avec le fait qu'on rehausse à gauche, là. Ils nous ont demandé de rehausser plutôt à droite. Donc première, enfin bref, donc là on était un peu moins satisfait quand même du résultat. Et aujourd'hui, une fois qu'on a réalisé l'ensemble des travaux, probablement qu'on arrivera à financer juste la réfection d'un toit parce que les budgets ont été complètement tous utilisés pour la réflexion de ce qui se passait en dessous, quoi. Donc bon, la surélévation, ce sera pas pour tout de suite, voire probablement plus du tout réalisable aujourd'hui, alors que ça a quasiment été l'argument pour acheter ce petit appartement. On a aussi eu, grâce à ce projet-là, été confronté à toutes les questions de voisinage, de règles d'urbanisme, de rapport au voisinage avec des fenêtres dans un mitoyen, et donc est-ce qu'elle fabrique un jour secondaire ou pas? Enfin, il se trouve que là, on a découvert aussi la joie de recevoir des courriers d'avocats. Ça nous a fait un peu bizarre d'ailleurs. Mais c'était notre premier, quoi. Et donc, en fait, pareil, la surélévation a été beaucoup contrainte par cette fenêtre parce qu'on ne voulait pas rentrer dans une procédure avec les voisins. Voisins, pour le coup, quand même, enfin, on soignait la relation de voisinage, quoi, pendant tout ce temps-là de travaux, parce que la première étape que je vous ai montrée et la deuxième, ça représente quand même 4 ans de travaux au total, donc, avec plein de nuisances sonores, vous avez vu plein de sujets de négociation, d'aller voir les voisins pour comprendre dans quelle mesure tout ça reste acceptable. Donc, prendre soin de la relation a fait aussi partie du jeu, et ça, on a beaucoup apprécié. Dans les grands freins que je voulais vous partager aussi rapidement, c'est la question du stockage, hein. Évidemment, quand on se fait livrer tout l'isolant en un coup parce que bah, c'est moins cher, ben, la question c'est où est-ce qu'on va? Et donc de temps en temps, il y avait des images comme ça assez chaotiques où on se dit que ça ne se terminera absolument jamais, ce sera l'horreur absolue. Et malgré tout, bon, bah, on continue, quoi. Et c'est là où je voulais aussi quelque part remercier mes voisins parce qu'ils ont été d'une patience incroyable, quoi. Le fait d'habiter dans une impasse, ça a été ouais, un des facteurs facilitant le projet d'une certaine façon, parce qu'on pouvait stationner dans la rue, prendre le temps de décharger, enfin voilà, on n'est pas sur des grands boulevards. Il y avait un jardin dans la copro, donc nos voisins nous ont gentiment prêté ça pendant des années pour stocker tout un tas de choses. Sans ça, on n'y serait probablement jamais arrivé. Et un jour, ça se termine et on est super content parce qu'on peut s'installer, voilà, toutes les choses qu'on a touchées, de la matière qu'on a manipulée, finit par fabriquer des espaces et la famille s'agrandit. Donc là, en 2018, notre deuxième fils est né là et on peut s'installer dans un espace voilà, qui permet d'accueillir toute la famille et on en était très content. Et je vous disais, bon, malgré tout ça, en 2020, on y habite à peine 2 ans. En 2020, on décide de re-questionner notre mode de vie parisien et notre exercice pro et on décide de quitter Paris. Donc voilà, c'était une expérience incroyable. Enfin, on regrette pas, on le referait probablement, on referait même la même chose. Mais c'est vrai que c'était très prenant, quoi. Et c'était très prenant. Et je voulais finir en disant que sans un accompagnement, en tout cas, enfin, en tout cas, sur une touche positive, j'aimerais terminer, c'est que l'accompagnement dont j'ai eu la chance d'avoir, hein, l'accompagnement de mon père, je pense que c'est vraiment un facteur absolument
enfin, comment dire, déclenchant essentiel, indispensable même, pour mener ce type de projet. On peut le faire seul si on a déjà tout un tas d'expérience, hein, ce qui n'était pas mon cas, mais même quand on a peu d'expérience, grâce à un bon accompagnement, enfin, je pense qu'on peut réaliser tout un tas de choses, tout un tas de belles choses, quoi. Donc, l'autoconstruction, pour moi, ça a été vraiment quelque chose de très riche. Et aujourd'hui, bah, j'aimerais, enfin, en tout cas, c'est ce qu'on fait depuis 2 ans au sein de l'atelier Toyo, quoi. On s'oriente vers l'accompagnement, justement, d'auto-constructeurs, auto-réhabilitateurs. Et je pense que cette expérience, elle a été déclencheuse, ouais, pour en arriver là. OK. Donc, nous, Atelier du 32, on est 3, 3 maîtres d'œuvre. On travaille sur, la région de Nantes, Nantes Métropole essentiellement et on accompagne des maîtres d'ouvrage sur leurs projets de réhabilitation et à de plus en plus, ces dernières années en tout cas, de réhabilitation que certains qualifient de performante, c'est-à-dire, qu'elle va vérifier des critères, reconnus, par un label. Nous, on a choisi sur notre métropole de travailler avec le label BBC, Rénovation, donc le label Effinergie et donc les rénovations, les réhabilitations qu'on fait sont très souvent, labellisées à la suite, pour que les maîtres d'ouvrage puissent s'inscrire dans un programme du territoire, qui pousse à grâce à des aides financières, à obtenir ce label. Donc nous, on a pris cet exercice, comme un autre et en fait, on se sert de cette obligation de label, on va dire, pour, pousser un peu plus loin et surtout, rassembler tous les acteurs d'un projet autour d'un même objectif. Ça stimule pas mal. Alors moi, ce que j'ai articulé la présentation de la façon suivante, si ça veut bien passer. En fait, j'ai raconté quelques projets, enfin j'ai mis des extraits de quelques projets, en essayant de trouver de les rassembler par orientation, et de voir sur ces projets-là ce qui avait été, heu, rendu possible grâce à l'autoréhabilitation, en fait. Donc le premier projet, en fait, le maître d'ouvrage avait une ambition de transformer un bâtiment, industriel, qui était donc un grand hangar industriel, début du siècle probablement et qui était à l'état d'abandon, enfin en tout cas qui était un bâtiment inoccupé depuis de nombreuses années, en habitation. Donc pour ça, on a travaillé conjointement avec un architecte. Alors nous, on est maître d'œuvre, c'est-à-dire qu'on a pas de formation d'architecte, initialement. On vient d'horizons divers. Moi, je suis ingénieure, par exemple. J'ai un associé qui est ingénieur aussi et notre 3e confrère qui est lui, qui vient du monde de l'artisanat. Et donc on exerce la maîtrise d'œuvre, avec un bagage qui est, toujours un peu déformé par l'aspect chantier des choses. Et donc là, le système constructif qui avait été adopté heu, avait pour objectif et permettait, de conserver un maximum la structure du hangar, c'est-à-dire, cette structure de ferme métallique. Et il a été donc décidé de partir sur une sorte de boîte dans la boîte, pas exactement quand même, mais avec de l'ossature bois. Donc l'outil qu'on a choisi là, c'est l'outil autoréhabilitation à l'aide de modules, ossature bois. Et donc c'est en partie sur ce lot-là, que le maître d'ouvrage s'est impliqué. Il s'est impliqué aussi sur beaucoup d'autres lots. Mais on a choisi de réaliser la partie ossature bois, le mur ossature bois, donc à la fois qui a une vocation structurelle et à la fois une vocation, d'enveloppe, en ossature bois. Et donc cette conception d'ossature bois, il a fallu la concevoir et la définir pour qu'elle colle, heu, aux capacités, aux ressources du maître d'ouvrage. Et ces ressources au maître d'ouvrage, c'était très peu d'outillage, beaucoup de confrères, donc de collègues, d'amis, de compagnons de chantier. Et en fait, ça s'est orienté, en tout cas les modules et le dessin de l'ossature bois s'est fait pour qu'on puisse utiliser beaucoup de main-d'œuvre, très peu d'outils, donc notamment d'engins de levage, pas de découpe numérique et cetera. Et ce chantier-là, il s'est fait, pour que, ça colle vraiment à ces ressources-là. Hem, un autre chantier, là, on est sur un chantier de rénovation d'une bâtisse, plutôt en milieu rural. Et là, en fait, l'idée, j'ai mis voir loin parce que ce projet-là, l'objectif, c'était, de le rendre, effectivement, de le coller à cet objectif de performance, énergétique, on va dire,
tout en gardant, en préservant au maximum l'aspect extérieur du bâtiment et donc en essayant de ne pas ni dénaturer le bâtiment existant, ni de lui apporter des pathologies. Donc là, le chantier d'autoréhabilitation, il s'est porté en partie sur l'enveloppe et la vêture extérieure qui s'est faite avec un matériau qui est le liège, qui était un des matériaux qui permettait de ne pas perturber l'équilibre hygrothermique et de diffusion de la vapeur d'eau à travers la paroi, et en même temps de pouvoir être revêtu d'un enduit, un enduit plutôt traditionnel. Et c'était cet objectif-là qui permettait de voir à la fois, moi j'aime bien se voir loin dans le futur, dans le sens où on peut adapter ce bâtiment à des usages plus contemporains, c'est-à-dire, bah, peut-être ne pas continuer de chauffer ce bâtiment comme il l'a été pendant des décennies, donc de permettre, un usage, des équipements de chauffage différents, que ce bâtiment soit peu, voire là, dans ce cas-là, très peu, déperditif, mais que toutefois, on puisse regarder aussi loin en arrière, c'est-à-dire conserver, l'origine, l'architecture d'origine de ce bâtiment. Un autre projet, là, on est en milieu urbain, très contraint, une mitoyenneté, des mitoyennetés très fortes de tous les sens, de tous les côtés, en 3 dimensions presque, puisqu'on avait aussi des mitoyennetés, enfin des surplombs, qui faisait jouer sur les niveaux de hauteur et de toiture acceptables. Et là, et bien le chantier d'autoréhabilitation, il s'est porté sur, bon, énormément de l'eau là pour le coup, mais de la même façon que pour le premier projet, ici ça a été, le lot ossature bois et charpente qui a été complètement réalisé en autoréhabilitation et le lot également vêture extérieure. Donc là, on est en vêture, fibre de bois, pour permettre aussi, un revêtement enduit, et de garder aussi ce fameux équilibre, toujours pareil, de laisser cette partie vapeur d'eau, cette fameuse vapeur d'eau traverser les parois. Et là, on est vraiment sur une conception, en tout cas, dans le projet, qui s'est fait, avec toutes ces contraintes donc de mitoyenneté et d'espace très urbain, qui fait qu'on ne pouvait pas stocker du tout sur place ou très peu, que tout approvisionnement se faisait à travers un accès très faible et donc on est pareil sur des éléments d'ossature bois, de petits éléments, menu portable, voire de l'assemblage sur place qui se fait sur une toiture, au préalable, une plateforme en fait au préalable qui est montée pour les besoins du chantier. Voilà, là, ce projet-là, donc c'est le même projet que le premier et je l'ai remis parce que ce maître d'ouvrage avait, dans le dessin, dans le travail avec l'architecte, vraiment un rêve, d'éléments très enfin d'espaces très ouverts sur l'extérieur et donc de beaucoup d'éléments vitrés. Alors j'ai mis ces 2 photos parce qu'on voit en fait, comment on peut, articuler entre, de l'ouvrage réalisé par un autoréhabilitateur, un autoproducteur, donc la partie ossature bois et charpente qui a aussi, été réalisée, en autoréhabilitation et la partie complètement, l'insert en fait vitré qui lui a été réalisé par entreprise, par un serrurier et un menuisier qui ont travaillé, pour venir insérer ce mur rideau, dans l'ensemble et en fait là on aurait pu se dire: «Bon, en fait, il faut qu'un pro et que des pros réalisent l'ensemble parce qu'un professionnel n'acceptera jamais de se poser sur le support d'un particulier». Et bien, dans ce cas-là, en fait, on a poussé le maître d'ouvrage à aller jusqu'au bout de son projet, en tout cas de maintenir cet élément qui était très important pour lui, donc cet élément vitré qui s'ouvre sur un patio intérieur, heu, avec l'outil de l'autoréhabilitation. Donc cet outil qui lui a permis notamment de se permettre financièrement, cet ouvrage vitré, parce que sur la partie structure et enveloppe, ossature bois, a œuvré lui-même. Ici, un autre projet, alors atteindre son objectif, c'est toujours, très questionnable. Il y a des objectifs, d'espace, d'usage et puis il y a des objectifs aussi, là, on est dans le cas, d'une question qui est, je trouve moi, assez, essentielle, qui est, la question
de la précarité énergétique. Et là, on était vraiment dans ce cadre-là, c'est-à-dire que c'est un ménage qui ne pouvait tout simplement plus assumer ses dépenses énergétiques en restant dans son bâti. Et donc, le programme qui a été monté avec ce ménage ne s'est concentré que sur l'enveloppe. C'est-à-dire que vraiment le bâtiment, la maison, existante, convenait, pour les espaces qu'elle offrait, mais ne pouvait plus, en fait, maintenir le foyer à l'intérieur s'il y avait pas eu d'effort fait sur l'enveloppe. Et donc là, l'auto-réhabilitation, elle s'est portée sur plusieurs lots: la pose des menuiseries avec accompagnement d'un artisan, toute l'isolation et la partie, étanchéité à l'air de la toiture. Et c'est ce qui a permis donc, de pareil, sans avoir un impact énorme sur l'extérieur du bâtiment, de maintenir cette famille, en fait, à l'intérieur de son logement. Alors ça, je l'ai mis aussi parce que pour moi, je trouve important dans des projets d'autoréhabilitation de pas forcément, chercher toujours la chose la plus simple à faire. Parfois, on a l'envie, le souhait, les maîtres d'ouvrage en sont d'ailleurs, l'osent rarement, mais en sont demandeurs de ce niveau d'exigence dans le détail. Et donc on peut, en autoréhabilitation, en tout cas, selon moi, on peut très bien aller sur des ouvrages pas de grande complexité, mais dont le détail est recherché. Et en l'occurrence, là, sur ce projet, bah, c'était l'idée d'avoir, les façades, tout bêtement, d'une cuisine, dont on veut, par exemple, un aspect pour lesquels on veut un aspect particulier ou, un usinage particulier. Et là, bah, typiquement, on peut très bien, là, c'était le cas avec ce maître d'ouvrage, travailler en collaboration avec un Fab Lab. En l'occurrence, à Nantes, il y a un Fab Lab, bois, qui s'appelle Gueule de bois et qui propose des ateliers et des séances ouvertes aux particuliers pour réaliser ce genre d'ouvrage, de menuiserie ou d'agencement, on pourrait dire. Et donc on peut très bien, voilà, avoir, des façades, de cuisine, sur des caissons de réemploi, qui sont réinstallés à la suite d'un projet de réhabilitation. On peut avoir aussi des ouvrages comme des escaliers. Là, c'est un escalier meuble qui a été donc, conçu pour la réalisation, par un particulier à partir de panneaux. Là, c'est du Baubuche, le matériau. Donc c'est un panneau bois, recomposé, des lamelles, un peu comme du lamellé ou du contrecollé, mais les lamelles sont orientées différemment. Et donc ça s'usine comme un plan de travail de cuisine, c'est-à-dire que ça se passe vraiment, sur une scie à table, scie sur table, et on peut tout à fait avec des assemblages, pas trop compliqués, réaliser des ouvrages comme ça. Alors deux petits mots sur, pour moi, ce que ça a comme vertu de travailler en autoréhabilitation. Donc la première chose qui est assez évidente, mais c'est celle d'apprendre des autres, et quand je dis apprendre des autres, je pense beaucoup forcément aux professionnels. On peut aussi en voir, d'autres acteurs, mais c'est vrai que pour moi le contact avec les professionnels dans ce cadre-là, donc dans le cadre, de l'autoréhabilitation accompagnée, il est particulier parce que ces professionnels-là, généralement, sont sensibles et sont sensibilisés à la transmission, et en tout cas, ne sont pas, réticents à l'idée de partager. Donc ça donne, bah, des chantiers où effectivement, le maître d'ouvrage peut participer, en prenant différents rôles. Ça peut être, le rôle de l'apprenti, ça peut être, voilà, de l'exécution, primaire, mais dans une équipe, en fait, on peut très bien, imaginer une équipe formée d'un chef d'équipe qui est un professionnel et d'un compagnon qui est le maître d'ouvrage lui-même. L'autre vertu qui, moi, me semble aussi, essentielle, c'est apprendre des autres, mais apprendre surtout du geste qu'on peut pratiquer. C'est-à-dire que, alors là, volontairement, les photos sont toujours en binôme, mais en fait, très souvent, moi, je trouve que dans les projets d'autoréhabilitation, on a cette phase, en fait, d'apprentissage, de formation, on va dire, type chantier école où l'encadrant, l'accompagnateur va montrer et par mimétisme, le maître d'ouvrage va reproduire. Et souvent, en fait, cette partie apprentissage, moi, je trouve qu'elle est assez réduite dans le temps. C'est quelque chose qui est pas forcément, très, chronophage ou qui est pas forcément très lourd pour le professionnel. Et ensuite, en fait, le maître d'ouvrage, il s'empare du sujet, et parce qu'il a pratiqué ce geste, il est capable de reproduire ensuite sans forcément être, toujours, tutoré par un professionnel. Alors bien sûr, ça dépend des gestes, hein,
Là, typiquement, la deuxième photo qui est un travail avec un tailleur de pierre pour un encadrement en tuffeau, c'est des gestes très particuliers avec de l'appareillage très particulier. C'est pas gagné que ça soit, forcément entériné après une seule séance. Mais dans un cas comme ça, où là, il y avait eu 2 arches complètes, en fait, on se rend compte qu'on peut très bien, et bien, emmagasiner de la connaissance ou du geste, sur des éléments de découpe. Par exemple, découpe des blocs de tuffeau ou report de cote. Voilà, ça se fait bien. Et puis ça permet aussi, à mon sens, de prendre des habitudes, de prendre des réflexes. Alors c'est des réflexes qui sont très utiles pour des chantiers, donc des futurs chantiers ou voilà, mais des réflexes qu'on peut aussi appliquer dans d'autres cadres. Notamment le réflexe du plan, le réflexe du plan ou de l'épure, je vais dire. C'est-à-dire, de toujours projeter sur un document, un papier, ce qu'on veut faire avant de se lancer. Ça peut avoir des vertus pour d'autres choses. Le fait de s'organiser aussi, la photo de droite pour moi elle est très parlante, c'est-à-dire mettre en place une nomenclature, de dire que quand on découpe des morceaux de bois, on va d'abord faire une liste et puis essayer de regrouper tout ce qui a toujours la même cote, avec des quantités en face pour découper plusieurs fois, X fois le même morceau de bois qui a du coup un indice, qui peut être utilisé sur des plans. Donc éviter après dans le vocabulaire de dire: «Bah, c'est le bout de bois de droite». Et ça, c'est dans d'autres cadres très utile. Et puis la photo du haut, c'était plus un clin d'œil, mais Thomas en a parlé un peu. En fait, dans les chantiers d'autoréhabilitation, souvent, on néglige complètement la phase approvisionnement. C'est-à-dire que c'est une phase qui est un peu invisible pour, beaucoup. Et autant dans des espaces ruraux ou des espaces où on a énormément de superficie et où on peut se permettre de stocker, dans des zones urbaines, notamment très contraintes, en fait, l'approvisionnement, il se fait, dans la rue, sur le trottoir, avec le camion grue qui barre toute la rue, et là, moi, c'est quelque chose que je trouve utile d'appréhender quand on fait, ce type d'expérience parce qu'en fait, on pense à l'avant, on pense à comment ça va arriver sur place et je trouve que c'est quelque chose qui vaut le coup d'être transmis, quoi. Alors là, j'ai pour terminer, hein, j'ai bientôt terminé, nous, c'était, ce point-là, je voulais juste terminer là-dessus. C'est, qu'est-ce qui me semble important quand on accompagne un maître d'ouvrage autoproducteur? Quelles sont les grandes phases, les grandes idées, en tout cas, qu'il faut avoir en tête? Pour moi, la première grande phase, c'est recueillir, c'est-à-dire, prendre un temps d'écoute. Peut-être plus que pour un maître d'ouvrage classique, pour comprendre, le programme bien sûr et les besoins du maître d'ouvrage, ce qu'il a en tête, ses souhaits, nous on dit souvent lui faire accoucher de sa liste au Père Noël, c'est-à-dire lui faire dire tout ce qu'il a sur le cœur, tout ce qu'il voudrait. Et puis, ah, il y a une question peut-être? Non? Non. Et ensuite, et bien, aussi recueillir collecter plutôt, faire ce travail un peu d'enquête pour essayer de savoir, de lister, d'inventorier les ressources du maître d'ouvrage. Donc, ses capacités propres, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il sait faire, ses outils, par exemple, et puis, son entourage. Voilà, quelles sont les personnes qui vont pouvoir lui prêter main-forte. Ensuite, il y a toute la phase d'esquisse. Donc ça, c'est une phase, très très propre à l'activité de maîtrise d'œuvre, hein. Toute équipe de maîtrise d'œuvre, à un moment donné, doit projeter, donc faire une esquisse du projet. Et ça, c'est vrai que souvent alors ben, c'est moi sur la photo, vous voyez que je me prends un peu la tête dans les mains, mais souvent ça se fait, voilà, pas spécialement sur, il y a cette phase bien sûr préparatoire au bureau où on est au calme, mais il y a aussi toute une phase où on est, un peu sur place et où il faut proposer, être un peu spontané et avoir, des réactions, assez rapides, quoi. Ensuite, il y a la phase de préparation qui, pour moi, effectivement, une fois le concept et le projet, en plan, en maquette, enfin ce qu'on veut, il faut toujours, laisser ce laps de temps de préparation, c'est-à-dire ne pas penser que le chantier est immédiat juste après, la conception et donc là, j'ai mis cette photo parce que typiquement, nous, on prend un peu de temps, notamment quand il y a de l'autoconstruction sur des lots bois pour faire ce que vous voyez un petit peu en bas de la photo, c'est-à-dire, la nomenclature, la liste de débit, les fiches de coupe et cetera et cetera et ça, c'est des documents, peut-être que c'est pas au maître d'œuvre de les faire, mais en tout cas, nous, dans notre pratique, on estime que si on accompagne sur un lot,
où il y a la partie débit, on le fait, en tout cas dans le cas du lot bois, quoi. Alors là, c'est aussi une photo qui peut prêter, à débat, enfin qui peut être sujet à des questions. Nous, sur beaucoup de projets, en fait, on vient prêter main forte. C'est-à-dire qu'on est sur place pour des instants clés, pour des moments charnières un peu. Alors ça dépasse un peu le rôle du maître d'œuvre, hein, j'en suis consciente et c'est quelque chose qu'on assume. Mais c'est une partie, nous, c'est une des parties qu'on préfère, effectivement. Et donc prêter main forte sur le chantier, sur des instants, sur des as un peu, en tout cas qui font peur, qui sont stressants. Là, je pense au levage, notamment quand on est sur des lots bois. On le fait sur d'autres lots aussi, parfois. C'est des moments où en fait on a besoin de cette émulation et de cet encouragement et nous on est presque plus là pour s'assurer que tout le monde ait bien du café, tout le monde ait bien mangé, tout le monde et cetera, plutôt que pour diriger le chantier, le levage en lui-même. Et ça c'est je pense une des parties très, à mon sens stimulantes et réjouissantes, de l'accompagnement, dans notre cas. Et pour conclure, donc moi j'ai mis 5 phrases, qui sont pour moi les travaux, en fait, ce qui pourrait mener à des travaux futurs autour de cette question de l'accompagnement. Et donc voilà, je vous laisserai, je pense que Soraya, va diffuser le diapositive, mais c'est vrai que d'un point de vue professionnel, donc d'un point de vue, accompagnant et dans notre cas maître d'œuvre, pour nous, il y a vraiment ces points-là qui sont des socles, en fait, de notre activité. Parce qu'on estime vraiment que par rapport à une maîtrise d'œuvre, une mission de maîtrise d'œuvre classique, la partie accompagnement, elle a ça de particulier. Elle demande des choses, des savoir-être ou des savoir-faire différents. Alors j'aime pas trop parler de surcouche métier parce que c'est très à la mode et je suis pas fan du tout, mais c'est vrai que le côté, qu'on rajoute, en tout cas qu'on donne en plus, sur ces chantiers-là, il est un peu à côté. C'est un peu un pas de côté par rapport à des missions, classiques. Et autant alors j'ai parlé de pertinence technique ou de rigueur et cetera, ça je l'applique vraiment, peu importe le type de chantier. Mais le lâcher prise, par exemple, pour un maître d'œuvre, c'est quelque chose qui est très délicat, quoi, de pas tout contrôler, c'est très compliqué et pourtant il faut se l'appliquer quand on est sur de l'auto-réhabilitation accompagnée. Ça veut pas dire, de l'inconscience, ça veut juste dire qu'il faut savoir, mettre en place cette souplesse, qui est parfois, très, très, très compliquée à assumer. Et puis, d'être à la portée, d'être au niveau du maître d'ouvrage, c'était vraiment, ne pas utiliser de vocabulaire compliqué, ne pas mettre à disposition des outils illisibles, par exemple. Je trouve ça très important à garder en tête. Et enfin, la dernière phrase, c'est pour faire un petit clin d'œil. C'est vrai qu'on parle souvent de contrôle et d'assurance et cetera dans les chantiers d'autoréhabilitation. Nous, on essaye alors à notre petit niveau et on fait ce qu'on peut parce que le temps nous manque, de travailler, de réfléchir à un système participatif de garantie. C'est un système qui existe dans d'autres, domaines, notamment le domaine agricole et c'est le principe de dire qu'un ouvrage, il va être contrôlé, il va être évalué par les pairs. Donc ça pourrait être d'autres autoconstructeurs, ça pourrait être d'autres professionnels encadrants ou accompagnants, à l'autoconstruction. Mais en tout cas, essayer d'adapter une solution de contrôle, de vérification de l'ouvrage réalisé qui se base pas uniquement, sur les moyens mis en œuvre. Donc c'est-à-dire qu'on arrête de simplement dire: «Bon, bah, si la préconisation est celle-là, le résultat va être bon» ou «Si le dimensionnement est celui-là, le résultat va être bon». On commence à regarder un peu du côté du résultat et de l'ouvrage exécuté et donc d'avoir un retour sur ce qui est fait et un contrôle sur ce qui est fait, un peu à la manière d'un bureau de contrôle extérieur, mais hors de ce cadre existant du bureau de contrôle un peu rigide, peut-être d'aller sur un système, adapté aux ouvrages réalisés par des autoconstructeurs. Et je crois que j'en ai terminé. J'ai pris peut-être un peu trop de temps aussi. J'en suis désolée. Tu veux recommencer, Thomas? Tu reprends la parole? Je vais chercher un petit verre d'eau. Ok, ça roule. Là, on change d'échelle et avec Marie, voilà, vous avez compris qu'on était sur des projets plutôt enfin, de particuliers, quoi, des échelles de maisons individuelles, d'auto-réhabilitation. Et là, avec Marie et d'autres membres de l'équipe Maurice, on est en train de développer un projet, en tout cas on expérimente, quoi. Aujourd'hui, c'est ça, c'est une recherche expérimentation
pour une méthode d'organisation pour rénover des maisons individuelles en collectif. Et donc, voilà, l'idée, c'est de se poser la question, comment aujourd'hui, pour massifier, pour massifier la rénovation énergétique, enfin, on sait qu'il y a un parc énorme de maisons individuelles notamment, comment on fait pour massifier ça? Et on pense, nous, très clairement que le faire ensemble, en collectif, par regroupement d'habitants dans des territoires, à l'échelle d'un quartier ou à l'échelle d'une rue, c'est une piste intéressante à creuser. Je crois que c'est toi qui as la main, Marie. Alors aujourd'hui, dans l'équipe, on est des ingénieurs, des architectes, un chercheur. Donc là, vous avez différents noms. L'atelier 32, donc c'est Marie, Atelier Toyo, Urbita Plus avec François Novakovski, qui sont architectes et urbanistes et assistants à maîtrise d'usage. Il est également chercheur au laboratoire de l'AMUP, à l'école d'architecture de Strasbourg. Mathieu Jobard, qui est formateur ouais, au sein d'un centre de formation spécialisé dans la rénovation et dans la formation des pros. Et Skitchy, c'est Thierry Delille, qui est lui, alors une multicasquette, et il est anciennement ingénieur chez Bouygues Construction, il me semble, sur des questions d'énergie. Il est également aujourd'hui charpentier et facilitateur graphique. Et donc, les petits dessins que vous allez trouver, d'ailleurs, on vous partagera le site internet, là, un peu en mode bêta, qu'on est en train de monter. C'est lui qui produit notamment les petits dessins qui nous aident beaucoup, beaucoup à communiquer, à réfléchir et à synthétiser un peu tout ça. Bon, alors rapidement, bon, ce schéma, il est très, très complet, donc l'idée, c'est pas de vous expliquer tout le principe, mais en tout cas, la méthode qu'on essaye de développer, elle part du constat qu'un maître d'ouvrage seul, quand il s'occupe de sa rénovation tout seul, il a tendance à s'entourer comme il peut et à reproduire un peu à l'échelle de chaque maison toutes ces étapes-là. Et en fait, on s'est dit qu'effectivement, à dresser un ensemble de maîtres d'ouvrage, un ensemble d'habitants qu'on considérerait comme un collectif, c'est-à-dire des gens qui sont animés d'un même objectif ou d'un même souhait, permettrait en fait de mutualiser et d'avoir une action plus cohérente, notamment si elle est à l'échelle d'un territoire donné. Donc, ça peut être un quartier, ça peut être une rue, ou à l'échelle de bâtiments, enfin en tout cas de maisons qui auraient une typologie un peu similaire. Et donc ce collectif, l'idée ce serait effectivement d'en créer, à l'échelle, à chaque territoire, suivant l'action du territoire. Donc ça peut être une collectivité qui décide de sensibiliser et d'animer son territoire pour générer et faire émerger des collectifs comme ça. Et puis, une fois que ces occupants, donc ces habitants, sont constitués en collectif, de les considérer comme un maître d'ouvrage, mais à plusieurs têtes. Et en fait, ce maître d'ouvrage très particulier serait suivi, serait accompagné par un Maurice, donc qui les guiderait, à travers, toutes les étapes qu'on décrit là. Donc ça va effectivement de la partie, diagnostic, faisabilité, sur un projet, donné. Donc on met en place un programme, et cetera. On fait les études qui vont, avec ce programme et ensuite on constitue un groupement, de personnes qui réalisent. Donc ce groupement, ça peut être des artisans, des professionnels, ça peut être les maîtres d'ouvrage eux-mêmes s'ils veulent participer sous format d'autorénovation. Et ça peut aussi être des producteurs, donc des fournisseurs de matériaux, des fabricants de matériaux aussi. Dans le cas de certains matériaux biosourcés, on peut vraiment trouver les ressources sur le territoire. Ça peut aussi être des outils, c'est-à-dire des plateaux techniques, des Fab Labs, par exemple, des ateliers partagés. Et donc tout ce groupement-là va animer un peu la partie réalisation du projet à travers le chantier. Et va permettre aussi une certaine formation. Donc une formation des acteurs, des participants et puis une formation peut-être des maîtres d'ouvrage, même s'ils ne sont pas, producteurs eux-mêmes, sur les matériaux qui sont utilisés, sur les usages, sur la façon de mettre en œuvre ou même de maintenir un bâtiment plus tard, leur bâtiment plus tard. Je passe ensuite. Donc pour continuer sur cette idée, effectivement, le principe de dézoomer et donc de passer d'une action à la parcelle, c'est-à-dire à la maison, au bâtiment, à l'individu, sur une action plutôt,
d'échelle, c'est-à-dire, d'échelle territoriale, de rues, de quartiers, de zones, ou tout simplement de proximité, géographique ou typologique si on va par là, des maisons similaires sur un même territoire pourraient se regrouper, quoi. Bien sûr, on a un peu illustré ça par le fait que, quand on commence à raisonner à l'échelle de la rue ou du quartier, et qu'on sort de cette idée de clos, de parcelles, on peut aussi mettre en place des choses différentes. Notamment, on peut penser réseau de chaleur, on peut penser, espace partagé, on peut penser, production mutualisée, qu'un équipement serve à plusieurs maisons. On peut penser espace, végétal aussi, et arbitrage en tout cas de certaines plantations, de façon différente. Tu veux continuer, Thomas? Oui, c'est ça. Et peut-être pour compléter ce que tu disais, cette réflexion collective, finalement, où le démarreur, ouais, le démarreur et la rénovation énergétique des maisons, finalement, pourraient apporter dans les quartiers, dans les territoires, aussi tout à fait d'autres aspects qui proviendraient simplement de la mise en lien de ces différents habitants de maisons individuelles, quoi. Donc, c'est une démarche pour rénover les maisons et avec peut-être des impacts autres, quoi. Et donc ça nous intéresse aussi de comprendre l'impact peut-être relationnel que tout ça pourrait apporter. Et donc dans la question de la relation, on s'oriente vers des solutions thermiques, enfin d'isolation biosourcée, géosourcée, avec des ressources locales ancrées dans les territoires. Et on aime bien parler voilà, d'une ressource qui passerait du champ au chantier, où l'agriculteur qui produit la ressource serait en lien avec le maître d'ouvrage qui isole sa maison via un jeu d'acteurs et pourquoi pas, enfin évidemment du territoire, avec un ancrage du territoire pour fabriquer une sorte d'économie circulaire. Et on aime bien cette idée, un peu comme ce que évoquait Marie à Nantes, avec le Fab Lab qui devient une sorte de lieu, comme une place un peu, une place publique centrale d'où seraient produits, enfin, d'où sortiraient en fait des éléments soit préfabriqués, enfin voilà, en tout cas, les porteurs pourraient soit d'ailleurs réaliser une partie eux-mêmes, ou en tout cas venir voir et comprendre ce qui se passe et comment ça fonctionne, quoi. Donc là, on l'a déjà parlé, peut-être qu'on peut passer, mais évidemment, c'est une démarche qui part avec l'habitant au centre, c'est-à-dire que on est dans une démarche très, très, très qui provient des besoins, des usages des habitants pour arriver à ce résultat derrière d'un projet qui correspond aux besoins, aux usages, en lien avec des acteurs territoriaux et tout un tas d'acteurs dont tu as parlé déjà Marie. Le comment ça marche, je pense que Marie, tu l'as déjà évoqué. Ouais, j'en ai Là, parlé, ouais. ouais, voilà, en tout cas pour le moment, pour faire simple, on a imaginé 5 étapes clés, quoi, qui partent d'un diagnostic territorial. On comprend les besoins, on comprend les acteurs, les enjeux du territoire, les ressources, etc. Les mobilisations des habitants, la constitution du collectif de ces habitants volontaires. Et puis après, il y a évidemment tous les aspects plus socio-techniques liés à la conception, un peu plus classique d'ailleurs de maîtrise d'œuvre, mais en collectif. Donc c'est un peu Mmh. moins classique tout d'un coup quand même dans ce tissu de maison individuelle en fait. Et voilà, et le travaux. Et donc l'enjeu un peu principal, enfin, qui nous occupe pas mal là dans cette première phase d'étude, où on est en train de chercher des cas types d'études hein, qui ont déjà testé cette démarche collective. Une des grandes questions, c'est comment on fait du collectif dans des territoires où l'enjeu principal est alimenté par un mode de vie individuel en fait. On habite dans des maisons individuelles. Et nous, ce qui nous intéresse particulièrement, on l'a peut-être pas précisé, mais les typologies sur lesquelles on travaille, c'est les tissus pavillonnaires en fait, enfin, les typologies issues ouais, des quartiers pavillonnaires. Mmh. Et donc dans ces quartiers où le mode de vie individuel prime, voilà, comment on fabrique du collectif. Donc c'est une grande question qui nous occupe un peu en ce moment. Ouais, puis on termine, voilà, l'idée, c'est aussi que cette méthode, le jour où elle aboutit effectivement, puisse être reproduite et qu'elle puisse essaimer, ce que d'autres enfin, que tous les territoires potentiellement, puissent s'en emparer pour l'appliquer, à chaque fois, sur son tissu à lui qui forcément, n'est pas le même d'un territoire à l'autre. Et puis, bah, on avait prévu de terminer pour, sur sur ce qui nous a tous rassemblés en fait. Enfin moi, Thomas et Soraya, on se connaît parce qu'on est tous, membres actifs de cette même association. Donc on est tous, voilà, on est tous membres bénévoles, adhérents et membres bénévoles de cette association qui s'appelle la FEDAC, qui existe depuis 2014. Donc nous, moi, enfin Soraya, Thomas aussi, on n'y était pas au tout début, donc on a tous,
On a tous rejoint l'association à des moments différents. On peut pas, voilà, on peut pas vous dire ce qui se passait au tout début. En tout cas, on sait ce que c'est maintenant, et ce sont des acteurs de l'accompagnement. Donc moi, Thomas, Soraya, des artisans, des sociologues, des personnes qui parlent de cette question de l'autoproduction, de l'entraide aussi dans le bâtiment, et de comment cette pratique d'accompagnement peut permettre d'autres choses que juste la production d'un bâtiment parfois. Et cette association, donc elle agit à des niveaux divers, on va dire. Hem, le but, quand même, un des buts, c'est de pouvoir mutualiser des ressources, donc des connaissances, des pratiques, des retours d'expérience aussi, et de pouvoir, avec cette mutualisation et cette mise en commun, faire que cette pratique se diffuse, en tout cas que d'autres accompagnateurs, d'autres acteurs de l'accompagnement se sentent à l'aise avec cette idée d'accompagner. Et par cette mutualisation, en fait, on espère aussi qu'on puisse, voilà, rassembler tous ces acteurs, alors je sais plus où je l'ai mis, mais en tout cas, de faire des événements, ça fait partie de cet objectif de rassembler. Et le dernier en date, c'est celui qui s'est tenu le 15 mars à Paris, où on a, sur une grosse journée, fait se rencontrer, une myrielle, je sais plus comment on dit, une pluralité d'acteurs de l'accompagnement qui venaient de partout en France. C'était à Paris, et donc voilà, on a pu parler de beaucoup de choses, notamment parler de ce qui était juste avant dans le diapo, ce fameux kit, que la FEDAC a monté il y a à peu près 3 ans, qui est un kit qui permet notamment à des artisans, puisque c'est à leur, destination, il a été conçu pour eux, de pouvoir contractualiser avec un maître d'ouvrage quand ils sont, en position d'accompagnement, en tout cas d'autorénovation, hybride, c'est-à-dire, où le maître d'ouvrage et le professionnel sont sur le même chantier. Donc ça, c'est un exemple de ce à quoi la FEDAC travaille. Et ce fameux 15 mars, effectivement, on était tous ensemble pour échanger, sur tous ces sujets-là, et essayer de définir un peu une orientation, une voie pour un futur, proche, et lointain aussi, mais futur proche de ce que la FEDAC peut conduire, peut mener comme gros chantier dans les années à venir, qui pourrait, voilà, qui pourrait aider j'ose pas dire filière parce que c'est pas le mot, mais ces praticiens, en tout cas ces personnes qui souhaitent pratiquer. C'était ça, voilà, ça c'était très chouette, hein, on était tous très heureux de se retrouver, et ça a été une belle journée, qui a été riche en enseignements et en expressions, diverses et variées. Je crois que j'en ai terminé. Et Est-ce que voilà. Thomas, j'ai oublié quelque chose? Ouais, et beaucoup de questions aussi ont émergé en fait, et donc Mmh. là, justement, de cette rencontre-là, sont issues de tout un tas de questions, et donc on a un gros boulot maintenant au sein de l'asso de synthèse et de rédaction d'un projet associatif pour les 3 prochaines, voire plus, années. Et ce travail, eh ben, voilà, il a redémarré depuis le 15 mars, et on se voit ce week-end d'ailleurs encore avec l'équipe des orgas là pour entamer ce travail de synthèse. Donc, à suivre sur le site de la FEDAC, je vous ai partagé le lien. Il va y avoir des belles choses, à mon avis, qui peuvent émerger. Et bien sûr, on a besoin de bras, d'intérêt, enfin, de retour d'expérience. Voilà, voilà. Ben, un grand merci à Marie et Thomas pour le partage en fait de leurs expériences. On va laisser la parole peut-être aux autres participants. Si vous avez des questions, si vous souhaitez vous-même partager aussi vos expériences autour de l'autoréhabilitation ou l'autoproduction de manière générale accompagnée, à vous la parole. Pour l'instant, non, ce n'est pas encore, en tout cas, c'est pas la vocation du kit FEDAC, puisqu'il a vraiment été conçu dans un cadre, qui s'adapte aux marchés qui sont montés par des artisans. Mais il existe un groupe de travail, dont moi et Thomas faisons partie, et Soraya aussi d'ailleurs. Et il existe voilà, ce groupe de travail d'archi-maîtres d'œuvre qui travaille exclusivement à cette question de comment définir et comment
encadré, on va dire, mais pas encadré borné, mais encadré pour protéger en fait une pratique d'accompagnement quand on est archi ou maître d'œuvre. Donc quand on est concepteur en fait, concepteur et qu'on a cette mission de maîtrise d'œuvre. Et ça, pour l'instant, le kit, bien sûr, il n'est pas fait pour ça, donc il ne faut pas l'utiliser dans ce but-là. Il n'aura pas de validité dans ce but-là. Mais il existe aujourd'hui des pratiques pour accompagner en tant que maître d'œuvre architecte qui sont plutôt du bricolage. Je vais qualifier ça de bricolage. C'est-à-dire qu'on s'arrange avec ce qu'il est possible de faire et voilà, on adapte un peu ce qui est possible de faire. Bien sûr, nous, notre objectif, notre ambition, c'est d'avoir pas forcément un format kit parce que c'est pas spécialement adapté peut-être à la pratique qu'un concepteur ou qu'un va avoir, mais en tout cas d'avoir des outils à destination des maîtres d'œuvre et des architectes qui seraient des outils pour que l'accompagnant soit en sécurité quoi, dans sa pratique. Et ça, on y travaille. Alors, typiquement, on sort d'un week-end. Là, on a passé 2 jours à Bordeaux à travailler à 5-6 sur ce sujet-là. Donc, on est en train de préparer des petites choses. Effectivement, c'est une association, comme je l'ai dit, constituée de bénévoles. Donc, on fait, on fait, on fait ça avec nos moyens, qui sont des moyens de bénévoles qui et avons une activité à côté. Et ça se fait bah, voilà, sans une efficacité extrême. Ça se fait à notre rythme. Voilà. Mais vous êtes bien sûr tous les bienvenus si vous souhaitez nous rejoindre et participer à ce groupe de travail. Oui, tout à fait. Ouais. Alors moi, je suis membre actif de Twiza également. Et au sein du réseau Twiza, il y a aussi des architectes, des maîtres d'œuvre. Et là, depuis le début d'année, on a un petit réseau. D'ailleurs, s'il y a des architectes, maîtres d'œuvre parmi vous, ça peut aussi être intéressant de rejoindre ce groupe. Il y a effectivement un groupe qui se rejoint pour faire un partage d'expérience déjà, en mode café, échange, partage. Ça se passe le 4e lundi de tous les mois, le matin à 8h30 sur 1h30. Et voilà, il y a une thématique qui est développée, préparée par quelqu'un et développée sur 1 heure et une demi-heure de questions. Et puis ensuite, voilà, on décide d'un thème et pour la fois suivante et quelqu'un prépare. Et voilà. Donc pour le moment, c'est quelque chose d'un peu informel. Il n'y a pas une visée de production, qui est un peu, enfin, de production de méthode, un peu comme ce que vient d'évoquer Marie. Mais les deux réseaux sont des réseaux que moi je qualifie de réseaux amis. Twiza est clairement incontournable aujourd'hui pour moi et très important quoi, sur les questions d'accompagnement et de prise en compte des besoins du maître d'ouvrage. Et donc je pense que ouais, il y a des choses qui se passera bientôt, qui se passeront pardon, bientôt, qui se réfléchissent pour essayer de travailler ensemble. Quoi. Et Donc il y a un vrai lien. les fondateurs de la FEDAC et de Twiza Oui, sont les mêmes personnes. Hein. oui, c'est ça. Donc, et d'ailleurs, la FEDAC, notamment, est adhérente à Twiza. Enfin, bref, on est et membre. Enfin, vous savez, Twiza s'est constitué en SCOP, SKIP, je sais plus, SKIC. Et bref, on est très liés, hein, rien qu'historiquement. Hein. Ah, c'est une question pas simple, en effet. D'ailleurs, on l'a pas tout à fait. Enfin, ma réponse va être un peu naïve aussi, parce que quelque part, c'est ce projet, pour moi, une sorte de première expérience. Alors, c'était pour moi-même, mais en tout cas, c'est une première expérience hors cadre d'agence, où j'ai expérimenté et la conception et les travaux, ok, faits par moi-même, et donc la gestion d'un budget, où j'en étais moi-même quelque part et le garant, enfin, hein, de ce budget, et en même temps celui qui consommait ce budget. Donc, c'était pas forcément hyper évident tout au début. Et d'ailleurs, c'est pour ça aussi que la surélévation n'a jamais encore vu le jour. Hein. C'est que voilà, les étapes, en plus, on a été confronté à des opportunités qu'on n'avait pas anticipées. Mais ceci dit, on a fait un travail très, très, très méticuleux de maîtrise et de devis voilà, de chaque poste, chaque lot très précis, un peu comme ferait une entreprise quelque part quand on lui demande un devis. Quoi. Donc, on a fait ce travail-là. Et ça, c'est sûr que quand on est novice, enfin, on a parlé du geste, hein, d'apprendre au geste, ça c'est une chose, mais toute la phase conception, c'est pas forcément hyper évident
d'être celui qui va chercher à détailler l'ensemble des éléments nécessaires, quoi. C'est-à-dire qu'en tant qu'archi, on est par poste ou par ensemble, on a des ratios, on a des, enfin voilà, et on se base sur des devis que des entreprises vont nous faire. Là, en fait, il faut aller comprendre, je sais pas, la boîte de vis, et puis l'outil qui va être nécessaire pour la mise en œuvre. Enfin bref. Donc là, clairement, moi, je me suis appuyé sur l'aide de mon père, hein. Enfin, Marie a beaucoup souligné l'importance de l'accompagnement. Moi, j'en suis convaincu. C'est d'ailleurs aujourd'hui pour ça aussi que j'ai réorienté une partie de ma pratique sur l'accompagnement. Je pense que l'accompagnement pro est absolument nécessaire, utile pour gagner ce temps-là, quoi. Et un gros travail qu'on a eu, nous, à Paris, c'était en 2012, quand on a démarré, c'était l'approvisionnement. C'est-à-dire que clairement, la filière de plateforme en biosourcé elle n'était pas encore tellement développée, quoi. Donc on a dû, pour trouver rien que la ressource, en fait, ça a été extrêmement compliqué. Après, ensuite, c'est venu. C'est vrai que des isolants en laine de bois en 100 mm d'épais, je pense pas qu'il y en ait eu beaucoup qui, à cette époque-là, étaient déjà entrés dans Paris, quoi. Donc il fallait qu'on aille très très loin pour aller les chercher. Enfin, donc voilà, donc en fait, ça a été quand même une vraie galère pour te répondre, Marcella, mais on a tenté de faire un travail improvisé, c'était du bricolage aussi pour nous, improviser le travail de l'artisan, quoi. Et ouais, probablement qu'aujourd'hui, je procéderais un peu autrement, mais ça a été un gros, gros boulot, ouais. C'est ça. Construction. Absolument. Et donc, dans les D'accord. coûts un peu à côté, il y a eu l'outillage, il y a aussi l'aide de mon père. Mon père était, donc, je disais, habitait en Moselle. Donc, il est venu pendant près de 4 ans, par tranche de 15 jours en train. Donc tous ces là, enfin, cette durée-là, c'était aussi des budgets train qu'on n'avait pas forcément envisagé, quoi. Il a fallu un certain temps qu'on habite dans un appartement que nous avaient loué nos voisins. Donc, encore, ça a été un super, c'est la question du confort qu'a évoqué Marie. Je pense que ça, on l'avait complètement sous-estimé. C'est-à-dire que quand on signe un devis artisan, on sait qu'on en a pour 6 mois, un an, enfin voilà, c'est bordé. Et à la fin, quand il dépasse, on n'est pas content, alors on râle un peu. Et là, quand c'est nous l'artisan, eh ben, en fait, il y avait soi-même, enfin voilà, on pousse les délais, on repousse. Et en fait, la question du confort, faut pas négliger. Et nous, on a eu la chance de pouvoir habiter dans la copropriété, mais c'était des frais également, quoi. D'un appartement, on était sur place, donc on gagnait ce temps de trajet tous les jours. Enfin voilà, donc c'est vrai qu'il y a tout un tas d'éléments qu'on n'avait pas forcément, nous, budgétés à ce moment-là, quoi. Donc aujourd'hui, c'est une expérience que, en tout cas, voilà, j'ai ma petite liste méthodo grâce à ça, qui permet d'aider d'autres personnes à passer ce cap-là du chiffrage. Alors, il y a 12 ans, moi, j'étais ultra naïf. Enfin, peut-être Marie, tu peux répondre, j'avais parlé, non, toi, t'as aussi un. Non, Non, je peux. je dis 2 mots juste. En fait, Ouais. typiquement, nous, moi, je me suis vraiment, encore une fois, appuyé sur le geste de mon père, qui était, lui, l'accompagnant, voilà, sécurité, quoi. C'est-à-dire qu'on a beau être archi, mais en fait, on s'appuie sur l'SPS, quoi. Et en fait, enfin, ce jeu de responsabilité sur un chantier normal, entre guillemets, c'est vrai que ça faisait pas de moi quelqu'un de très compétent dans tout ça. Donc, moi, je me suis appuyé vraiment sur l'accompagnement de mon père. Ceci dit, il existe des assurances que j'avais pas forcément à l'époque, j'étais pas au courant, mais on a parlé de Twiza, mais Twiza, il y a une assurance Twiza pour des chantiers participatifs, donc on aurait très bien pu s'appuyer là-dessus. Chez les Castor, le mouvement Castor qu'a évoqué Soraya en introduction, ils ont également une assurance qui permet de couvrir toutes les personnes bénévoles, enfin bénévoles, en tout cas aidantes, accompagnantes, enfin bénévoles sur un chantier. Donc aujourd'hui, je ferais plus cette erreur-là, quoi. Sachant que dans mon cas, c'était que du second œuvre, donc en fait, même par rapport à la copropriété, ça n'engageait pas forcément de responsabilité ouais, sur des risques structurels ou je ne sais quoi. Enfin, les dalles, les grosses œuvres, ça, on l'a fait faire par une entreprise qui avait une décennale, pareil pour les déplacements de compteurs électriques, ce genre de petites choses. Voilà, on a été accompagné par des pros qui savaient justifier leur assurance, quoi. Mais pour tout le reste, de seconde œuvre, c'était plus facile. Oui, et Marie, peut-être toi, t'as un autre. moi, Ouais, très t'as un autre. rapidement, ouais, sur la région, alors il se trouve que moi, je suis Castor, historiquement, et effectivement, sur la région nantaise, il y avait une agence Castor, de l'Ouest, hein, très active, qui a malheureusement, s'est arrêtée, l'été dernier. Et il y avait effectivement le principe du chantier, ouvert avec une assurance, Castor, donc qui est exactement la même que celle que propose Twiza aujourd'hui, qui est une assurance, responsabilité civile, en fait, à l'intention des bénévoles. Et après, effectivement, le principe de dire qu'un ouvrage, peut comporter un danger, bah, il faut le traiter de la même façon, que,
enfin, à mon sens, hein, que quand on est sur un chantier où il n'y a pas d'autoproduction. C'est-à-dire que une trémie laissée béante dans un solivage doit être protégée de la même façon, que ce soit des artisans qui travaillent dessus ou des maîtres d'ouvrage autoproducteurs. Donc, c'est vrai que moi, je l'aborde. Alors, nous, dans notre secteur de travail, d'activité, on n'a pas de SPS. C'est vrai qu'en rénovation, sur du bâtiment, enfin, de la maison individuelle ou du petit collectif, on a rarement un SPS, hein. Donc, en fait, on est de fait responsable de cette sécurité des personnes, et on a les mêmes. En tout cas, moi, je tente d'avoir la même vigilance, que ça soit du maître d'ouvrage ou autoproducteur ou de l'artisan qui intervient. Et donc, bah, il y a cette même demande. En tout cas, si on utilise notamment des échafaudages, moi, je demande à ce que l'échafaudage soit monté par une société d'échafaudage qui applique les mêmes règles de sécurité. Si elle travaille sur une toiture, je demande à ce qu'il y ait euh, bah, de quoi ça harnacher, quoi. Travailler en sécurité, en fait, de la même façon que ça soit maître d'ouvrage autoproducteur. Et donc, typiquement, je tolère pas d'approximation ou de bah, on va faire à l'échelle. Parce que c'est un particulier qui travaille. C'est la même, pour moi, c'est la même exigence. Voilà. On doit demander la même chose. J'estime aussi, notamment, que les outils utilisés doivent être des outils en bon état de fonctionnement, que ce soit des outils dangereux, enfin, en tout cas, qui peuvent amener à des coupures ou des accidents graves, comme des outils moins dangereux. Voilà. J'ai la même exigence. C'est ça que je veux dire. Moi, je sais qu'on travaille toujours, en tout cas sur des opérations comme ça, où on va toucher à l'enveloppe et au système de production, des équipements qui produisent du chauffage. Moi, je constitue toujours une équipe de maîtrise d'œuvre avec au moins dans l'équipe un thermicien. Et un thermicien sensibilisé à ces questions de rénovation du bâti ancien, j'entends, hein. Donc, en fait, c'est toujours au moins un travail en binôme à deux têtes. Et je sais que le thermicien avec lequel je travaille le plus aujourd'hui, c'est quelqu'un enfin, c'est une équipe, hein, ils sont beaucoup, mais ils sont très portés vers cette vulgarisation, cette transmission de certaines notions. Donc, c'est vrai que ça aide beaucoup de s'entourer dans l'équipe de maîtrise d'œuvre plutôt que de tout porter. Et ensuite, un autre outil qui est très rapidement, moi j'utilise beaucoup des publications aussi, hein, des ouvrages, des revues de vulgarisation qui sont peut-être parfois conçus pour des professionnels, mais qui ont des contenus très, très, très lisibles, avec beaucoup de schémas. Enfin voilà. Bon, bien sûr, les éditions Terre Vivante, qui ont produit beaucoup d'ouvrages comme ça, les articles de la Maison écologique qui sont parfois très, très clairs, qui suffisent en fait, hein, pour comprendre le principe, quoi. Et en tout cas, moi, je sais que j'ai toujours ce truc de contourner le côté militant par le côté purement intérêt pour le bâti, quoi. Et pour eux, enfin, pour le côté voilà, finalement, les usagers du bâtiment, ça va être eux et les enfants qui vont dormir, dans les pièces, ça va être les leurs et voilà. Et donc, c'est vrai que on s'écarte assez vite, du coup, du côté combat ou conviction. On va tout de suite sur ce qui intéresse le sujet à ce moment-là, qui est le chantier et le projet et la maison et elle est constituée de cette façon-là et il faut comme ferait un médecin, bah, écoutez, vous avez ce mal-là, il faut le soigner avec ce ce soin-là, quoi. Thomas, je sais pas si tu as une autre façon de faire? Non, non, moi je partage complètement. Et puis je partage aussi finalement ton impression, Olivia, que l'accompagnement, enfin que l'autoconstruction concerne en effet beaucoup de personnes qui veulent tester aussi des choses qui ne sont, enfin, soit pas réalisées ou en tout cas trop longs, qui prendraient trop de temps et donc trop de main-d'œuvre et donc qui viendraient trop cher si c'était réalisé par un entrepreneur. Je pense à tous les correcteurs thermiques, terre-paille, enfin bref, toutes les techniques Bauge, terre, enfin, etc., etc. Et donc, en fait, moi, je croise pour le moment, alors cet exercice, quelque part, pour moi, il est assez récent. Ça fait 2 ans, donc pour le moment, je croise que des gens convaincus. J'ai pas eu besoin de faire une sorte de sensibilisation pour expliquer, comme l'évoque Marie. Et en plus, je m'oriente, enfin, moi, ce qui me plaît beaucoup, c'est dans l'accompagnement, c'est l'accompagnement de collectifs qui questionnent également leur mode de vie, en fait, et qui s'orienteraient vers de l'habitat réversible, voire compostable, ce genre de choses. Donc là, on n'a même pas besoin de parler de tout ça. Enfin, c'est clairement souvent complètement acquis, quoi. Et souvent, c'est d'ailleurs même moi qui apprends des trucs de ces personnes-là. Ouais, c'est une bonne question.
très grande question. Et là, malheureusement, enfin, mon mari, je pense que toi, tu es hyper à l'aise avec la réponse. En même temps, ça va très vite. Ça va très, très vite. Ça va très, très vite comme réponse. C'est que, ouais, aujourd'hui, il n'y a pas de dommage ouvrage et pas de décennale sur un chantier non accompagné du tout. C'est clair que, enfin, un autoconstructeur qui se penserait seul, voilà, ça n'existe pas. Le kit FEDAC, bon, enfin bref, Marie peut-être Non, non, vas-y, t'es lancé, c'est bon. Ouais, c'est ça. Le kit FEDAC, justement, permet à l'artisan de conserver la responsabilité de ses ouvrages, en fait. Et ce, même s'il y a une présence du maître d'ouvrage sur le chantier, ça permet de cadrer les limites, enfin, etc., de qui fait quoi, enfin voilà. Donc, en fait, clairement, il y aura une décennale sur ce que sur ce que l'artisan réalisera et sur les postes enfin, dont il gardera la responsabilité d'une certaine façon. Avec l'ambiguïté peut-être que comment dire, accepté avant de démarrer enfin, comment on appelle ça, son ouvrage vaut d'une certaine façon prise de responsabilité. Enfin bref, il y a un truc. Mais le kit FEDAC, franchement, je t'invite à aller regarder, Eric. Il est en téléchargement libre, il y a tout un tas de documents. Il y a une formation aussi qui existe. En fait, Marie disait qu'il n'y a pas, aujourd'hui, c'est ambigu pour nous, archi, maître d'œuvre, voilà, en termes de responsabilité, mais il n'empêche que s'appuyer sur le kit FEDAC pour sécuriser au moins la pratique artisan permet, d'une certaine manière, de sécuriser notre exercice d'accompagnement sur le chantier, quoi. Enfin bon, donc c'est un peu bricolé, mais quand même, ça permet à des artisans de garder leur responsabilité et donc de faire avec des autoconstructeurs, des chantiers participatifs et tout ça. Si tu veux expliquer la logique à tes maîtres d'ouvrage, le principe de la dommage ouvrage, c'est une assurance qui préfinance la réparation en cas de sinistre pendant le chantier. Et donc, elle va s'appuyer elle-même sur des décennales. Et les décennales, ce sont donc d'autres assurances qui, elles, sont portées par un professionnel, fatalement, puisque la décennale, elle prend sa garantie sur la capacité, ce qu'on appelle la capacité professionnelle de l'assuré. Donc c'est-à-dire qu'il faut que l'assuré ait une capacité, un diplôme, CAP, BTS, et cetera, pour pouvoir, contracter une décennale. Et donc déjà, rien que dans cette logique, on comprend tout à fait comment un maître d'ouvrage autoproducteur, particulier, néophyte, et cetera, ne s'inscrit pas dans cette logique. Et Donc bien là, là, ça s'est géré de la façon suivante. L'ouvrage autoproduit, donc l'ossature bois, a été réalisé par les maîtres d'ouvrage, autoproducteurs, sur les bases de plans d'un bureau d'études bois. Donc avait dimensionné et conçu l'ouvrage pour la fabrication, c'était des plans d'exé. Le maître d'ouvrage a réalisé suivant ces plans d'exé, qui avaient été envoyés et d'ailleurs qui avaient été définis et faits avec la demande et les exigences, du serrurier. C'est-à-dire que le menuisier serrurier qui a fait le mur rideau, il a envoyé sa descente de charge, ses contraintes, ses demandes de support, ses plans de réservation, et cetera. Le bureau d'études a conçu le mur d'ossature bois avec notre aide, maître d'œuvre pour que ça puisse être réalisé par un maître d'ouvrage autoproducteur. Et ce maître d'ouvrage autoproducteur, il a suivi comme une recette ces plans. Et une fois le levage, et cetera, donc la conception et le levage fait, le menuisier, comme sur un chantier classique, est venu réceptionner le support. C'est-à-dire qu'il a regardé si l'ouvrage avait été réalisé avec les bonnes sections de bois, avec le bon dimensionnement, c'est-à-dire les bonnes entraxes, et cetera, et l'aplomb, de la structure, quoi. d'accord. Et donc quand il a accepté le support, il a fait comme il le ferait sur un charpentier. C'est-à-dire qu'il n'a pas demandé la décennale du charpentier, il a regardé l'ouvrage lui-même et il s'est posé dessus. Mais alors, l'architecte, par exemple, je suis architecte. Mmh. Moi, dans certains cas, je peux parfaitement valider moi-même. Alors si tu valides toi-même un support, tu prends un risque qui dépasse un peu Absolument. voilà. Moi, dans mon cas, je sais Un que risque, ça dépend des risques. Il y a bien des sûr, cas, je ne vais pas le prendre. bien sûr, mais en Ça, tout c'est cas, clair. si tu décides de réceptionner un support, tu prends Uhum. un peu le rôle de l'artisan, c'est-à-dire que tu dis: «Bah, pour cet ouvrage-là, je considère que c'est acceptable». Et donc tu mets déjà ce pied un peu, en dehors de la mission simplement, de maîtrise d'œuvre, mais c'est un risque qui est tout à fait qu'on peut tout à fait prendre. Moi, je le prends quotidiennement, je peux pas te dire ce qui se passera le jour où j'aurai un litige parce que pour l'instant, j'en ai pas eu. Mais, effectivement,
c'est vrai qu'on a, en tout cas moi je réalise qu'on a un œil très différent sur les ouvrages réalisés. Alors, sur un chantier classique, je vais l'avoir aussi parce que c'est presque une déformation professionnelle, mais on a cet œil particulier sur un chantier autoproduit. En tout cas, on s'assure, moi c'est vrai que je prends un temps important pour que les ouvrages qui sont réalisés en coproduction, c'est-à-dire qu'on met sur une même façade un enchaînement. Alors parfois, ça va être le support comme ça, vertical, mais ça peut aussi être un support, tu vois, de vêture ou de parement ou d'isolation par extérieur, etc. Donc l'entreprise peut réceptionner un support qui a été fait par un autoproducteur. Et en fait, je m'assure que l'entreprise a bien compris dès la consultation, hein, dès vraiment, on est passé les premières phases de conception, on va consulter, on va intégrer les entreprises dans le projet en leur expliquant la particularité du projet, c'est-à-dire en lui disant: «Le maître d'ouvrage va réaliser tel ouvrage» et ça intervient aussi bien pour la responsabilité, pour la question réception de support, mais aussi pour le planning. C'est-à-dire que typiquement pour le planning, nous, le maître d'ouvrage, il est considéré comme un artisan. Il a une phase dans le planning, il a telle date pour réaliser son truc, il doit interagir avec telle personne. Moi, je leur demande parfois de réaliser des plans de réservation à l'intention de certains lots, parce que si c'est le maître d'ouvrage qui réalise, eh ben, il faut qu'il fournisse la même chose que ce qu'un artisan aurait fourni au suivant. Donc en Mmh. fait, c'est une question de communication et tu as raison, un peu de prise de risque, mais à mon sens, en tout cas, j'estime que la prise de risque est très limitée, mais c'est moi qui l'estime, hein, et c'est moi qui prends le risque. Effectivement, d'un point de vue responsabilité assurantielle, mon assurance aujourd'hui, elle ne me couvre pas pour ce type de pratique. C'est-à-dire que le jour où il y aura un litige, tu peux être tranquille qu'elle te dira: «Moi, j'étais pas censée, couvrir ce». Elle prend ma prime comme il faut, hein, tous les ans, hein, je lui déclare, le montant de chantier, elle la prend la prime, hein, elle se gêne pas. Mais le jour où il y aura litige, elle pourra dire: «Écoutez, dans le contrat, il n'est pas noté et il n'est pas prévu, dans notre police d'assurance que vous ayez des activités d'accompagnement». Et donc que vous intervenez sur des chantiers où il y a autre chose que des professionnels. Aujourd'hui, pour un maître d'œuvre, ça n'existe pas. Ce type de Et produit assurantiel n'existe pas. c'est curieux parce que pourtant l'ANA, par exemple, subventionne des travaux encadrés par les architectes. Oui, subventionne des travaux d'ARA encadrés par des architectes, effectivement. Et en fait, elle subventionne ces travaux très particuliers dans des cas en tout cas avec des encadrements à l'intention, enfin des accompagnements à l'attention de ménages modestes et très modestes, qu'elle appelle Mmh. de ménages avec des revenus modestes et très modestes, avec une collaboration un peu spécifique aujourd'hui, en tout cas qui est un peu réservée à un acteur qui sont les compagnons bâtisseurs. Et ces compagnons bâtisseurs, cette association des compagnons bâtisseurs, ont mis en place un métier d'accompagnement, un profil, un acteur, qu'on appelle l'encadrant en chantier, je crois. Et c'est avec les compagnons bâtisseurs, pour l'instant, que l'ANA traite. En tout cas, les rares expériences d'ARA, avec l'ANA, c'est avec les compagnons bâtisseurs, pour l'instant. C'est ça. Et c'est un modèle où les compagnons, c'est une association. En fait, il y a quelque chose qui permet de se couvrir d'une certaine manière, mais c'est encore un peu dans le bricolage, quoi. Non, il me semble, Marie, c'est des contrats tripartites. Maître d'ouvrage, maître d'œuvre architecte et une asso qui porterait un peu presque, enfin ça dépend des formules, hein, mais il y a des assos qui pourraient porter l'aspect formation, Ouais, formateur, quoi, sur ce chantier-là. Et donc, en fait, les bénévoles ou le maître d'ouvrage même deviendraient une sorte d'étudiant, je sais pas quoi, en formation, mais sous la responsabilité de cet organisme de formation qui est l'association. Enfin bref. Et donc l'architecte, quelque part, il n'a pas de Oui, parce que contrat avec le bénévole directement, mais avec l'asso, et chacun a son assurance, quoi. mmh, oui, parce qu'il y a même eu une époque où il y a eu ce qu'on appelait des MOUS, les maîtrises d'œuvre urbaines et sociales, fin des années 90, mmh. qui se fabriquaient de cette façon. Donc, Oui, oui et d'ailleurs, il y a eu un grand changement, après ces années-là, où ça s'est durci, en fait. d'accord. Il y avait des dispositifs notamment, enfin, si on parle des castors, il y avait quand même une loi, un peu castor, c'est-à-dire que les castors avaient mobilisé un ministre, et il y avait eu des dispositions dans la loi qui permettaient, une autoproduction de bâtiments neufs. Notamment qui permettait le financement de ces bâtiments, de ces constructions et ça s'est durci, en fait. Ça s'est complètement durci. Alors j'ai pas le j'ai un ma mémoire est très défaillante en ce moment, mais il y a un moment donné dans l'histoire où on a, abrogé déjà cette possibilité d'autoconstruire pour du neuf et en plus on a durci, les conditions d'assurabilité quoi, de ces ouvrages. Ouais, la loi Chalandon, qui doit dater des années 70 par là, qui supprime non, Ouais. la valeur travail et Ça toutes doit être ces alors tas de choses. Chalandon, elle En fait, supprime en vraiment fait, la c'était disposition. le ministère de la Reconstruction Ouais. Ouais. qui avait autorisé, qui avait accompagné, justement, qui avait porté
tout ce que pouvait apporter le mouvement des castors, parce qu'on était en pleine en reconstruction, en fait. C'était après la guerre, après les démolitions. Mais après, pour des raisons encore inconnues aujourd'hui, mais que nous supposons liées aussi au choix de l'État d'avoir opté pour la construction des grands ensembles, en fait. On avait opté pour le collectif. Et donc, à ce moment-là, on a disqualifié la maison individuelle et c'est comme ça que, au moment où on a commencé à faire de grosses opérations de collectif, le mouvement des castors a décliné. Il est passé d'un mouvement qui construisait collectivement à un mouvement qui existe encore, mais plus pour des opérations individuelles qui ressemble à ce que fait Twiza aujourd'hui. Et pour l'histoire, en fait, des contrats tripartites, beaucoup d'architectes optent pour la création, en fait, d'une association qui devient, comme disait tout à l'heure Thomas, un centre de formation pour des habitants autoréhabilitateurs ou autoconstructeurs. Mais dans ces cas-là, l'architecte ne se déplace pas sur le chantier. C'est-à-dire que c'est encore l'entreprise qui va endosser la responsabilité de la conduite du chantier. Mais il y a bien un processus d'autoconception accompagné par des professionnels. Et puis, la partie d'autoréalisation, elle se fait accompagner par l'entreprise. C'est plus considéré comme un projet d'ampleur sociale, à vocation sociale, Oui, plutôt qu'un acte de bâtir et un ouvrage qu'on réalise. C'est vraiment on change le prisme, en fait, si tu veux. On déplace les lunettes. Enfin, on change les lunettes de nez, quoi. Donc, c'est Ouais. encore. Nous, effectivement, c'est un modèle qu'on aimerait creuser, ce modèle-là, le modèle compagnon bâtisseur. Et qu'on connaît, les compagnons bâtisseurs étaient aussi à la création de la FEDAC, étaient présents. Et en fait, on s'en est un peu éloigné parce que c'est un modèle qui est toléré, on va dire, parce qu'on peut parler de comme ça, c'est vraiment, il est accepté, toléré, du fait de cette vocation sociale. Et notamment, il peut avoir un côté très critiquable parce que il y a un peu enfin, on est, à mon sens, mais c'est peut-être un sentiment très personnel, mais je sais qu'il est partagé par certains à la FEDAC, on sent qu'il y a cette volonté, en tout cas cette capacité d'émancipation du ménage quand il auto-rénove ou qu'il auto-construit, elle est presque un peu, euh, elle fait presque folklorique ou dans le cadre de ces projets-là, parce qu'en fait, on estime que bah, il faut quand même un encadrant compagnon bâtisseur, chaque ménage a son tuteur presque. Alors, c'est pas ce mot-là exactement, mais tu vois, il y a ce côté très main sur l'épaule qui, moi, je sais, me dérange. C'est-à-dire que la partie en capacitation, comme on peut dire aujourd'hui, elle est presque absente, quoi. Mm. Et bon, c'est discutable, voilà, c'est très discutable. Et en tout cas, c'est vraiment réservé à ces projets très particuliers. Et d'ailleurs, ces opérations ANA-ARA ont été très très rares encore, hein. Il y en a, je crois qu'il y en a une dizaine, hein, sur tout le territoire national. Aujourd'hui, mon accompagnateur rénove, donc c'est considéré comme une AMO. Et en fait, l'accompagnement, mon accompagnateur rénove, il préfigure effectivement de l'obtention d'une aide hein, pour un ménage, puisqu'il est rendu obligatoire dans les opérations globales, de rénovation globale. Et en fait, ce nouveau métier ou ce profil, hein, qui va être pour l'instant, C'est plus un profil qu'un métier. voilà, c'est pas un métier, c'est un profil, tu as raison. Et qui va être, enfin, qui est le profil qui existait avant la création du titre, hein. Le principe, c'est d'accompagner le ménage sur ses décisions. Donc, pas sur son ouvrage. C'est très mal écrit. Enfin, moi, je trouve que dans la, Oui, dans oui, la oui. définition, c'est très, très mal écrit parce qu'il y a beaucoup de missions socles de mon accompagnateur, du MAR, de mon accompagnateur rénov, qui peuvent être, mais à mon sens, hyper facilement requalifiées en maîtrise d'œuvre. En tout cas, l'État se défend d'avoir voulu créer une mission de maîtrise d'œuvre. Et donc, bah, à ce titre-là, c'est vrai que un AMO, qu'il accompagne un maître d'ouvrage qui produise ou pas, il prend pas une grosse responsabilité, quoi. Moi, ma position, d'ailleurs, aujourd'hui, les bureaux d'études thermiques vont beaucoup postuler à ce profil MAR, hein, pour être agréé MAR, donc mon accompagnateur rénov. Parce qu'ils ont la capacité qui est la seule requise pour l'instant, c'est de pouvoir réaliser des audits.
En tout cas, ce profil a été créé en se basant sur la capacité à pouvoir faire des audits. Donc, elle a été ensuite étendue aux acteurs historiques de l'accompagnement, donc les acteurs France Rénov', l'ANA, les ALEC, enfin les associations locales, et aux architectes, à la demande pressante du Conseil de l'Ordre. Mais ce profil d'accompagnement, il était déjà là avant, c'est-à-dire qu'on basait l'obtention des aides sur les résultats de l'audit, et ça sera toujours le cas. C'est-à-dire qu'il faudra toujours produire un audit réglementaire, suivant une méthode de calcul décidée par l'État, pour pouvoir bénéficier des aides. Simplement, ils ont rajouté à cette obligation de production d'audit une obligation d'accompagnement, donc qui entoure l'audit, qui entoure la production de l'audit, et qui s'étend un tout petit peu au conseil pour la consultation des entreprises, la gestion d'un chantier, etc., etc. Mais en aucun cas, c'est un accompagnement à l'autoproduction. C'est absolument pas dans les missions socles. Et en plus, pour moi, c'est vraiment un accompagnement de la phase amont, donc de la phase étude d'un projet. Et comme, si je répète un peu ce que j'ai dit tout à l'heure, pour moi, tout projet, en tout cas avec présence de maîtrise d'œuvre, il doit être, en tout cas, l'accompagnement du ménage, il doit être par des gens qui sont là pour faire ce qu'ils savent faire. Donc, un maître d'œuvre qui n'a pas d'appétence à la thermique, pour moi, il doit s'entourer d'un thermicien. Un maître d'œuvre qui n'a pas d'appétence à l'acoustique, il doit s'entourer d'un acousticien, etc., etc., etc. Bien Et c'est comme tout, c'est-à-dire qu'un projet Ouais, bien géré, bien mené, il faut constituer une équipe de maîtrise d'œuvre. En tout cas, si le maître d'ouvrage veut de la maîtrise d'œuvre, hein, encore une fois, il faut s'entourer d'une équipe de maîtrise d'œuvre avec les compétences que requiert le projet en lui-même. S'il requiert cette compétence thermique, il faut un thermicien. Et si c'est un bâtiment ancien, il faut un thermicien qui est sensibilisé à la rénovation du bâti ancien, etc., etc., etc. Donc, c'est vraiment la constitution de cette équipe de maîtrise d'œuvre qui compte. Et ça, je pourrais te le dire pour n'importe quel projet. Aujourd'hui, construire en bois, pour moi, si tu ne fais pas appel à un bureau d'études structure bois, déjà, ça ne peut pas marcher. Tu vois? je Donc, suis bien d'accord. pour moi, c'est comme pour tout projet qu'on a à traiter. Il faut t'entourer de la personne et de la compétence qui va bien pour le projet. Toucher les aides, il faut t'entourer d'un thermicien qui a la capacité, qui a l'agrément MAR. Moi, je me situe très clairement, j'estime que cet accompagnement, c'est de l'AMO. Et Mmh. donc, l'AMO, c'est vraiment la définition de l'AMO, c'est faire face au maître d'œuvre, hein. D'accord. Et enfin, pas remplacer, mais assister le maître d'ouvrage pour toutes ces interactions avec le maître d'œuvre. Ouais, oui. Donc je le prends comme ça. C'est-à-dire que, j'estime que si le maître d'ouvrage a besoin de cet accompagnement, aujourd'hui il en a besoin pour avoir les aides, voilà, c'est une condition, nécessaire, et pas suffisante. Mmh. Et donc et bah, je dialogue avec lui comme je le ferais avec un AMO. C'est-à-dire que je lui explique les tenants, les aboutissants de chaque, problématique, et j'attends son retour et puis je réagis face à son retour, et cetera, et cetera. Mais c'est vrai que je le qualifie comme un AMO, c'est-à-dire que je lui donne ce rôle-là et vraiment je le valorise pour ce rôle-là. C'est-à-dire que je dis vraiment au maître d'ouvrage: «Appuyez-vous dessus, quoi. Ne faites pas face seul, heu, à la maîtrise d'œuvre en général ou au projet en général. Appuyez-vous sur l'AMO, appuyez-vous sur l'accompagnateur rénov». Effectivement, j'ai tendance à leur conseiller des mares, alors moi j'irai pas, je sais que j'ai la capacité de faire des audits thermiques, mais je n'irai pas. C'est contre ma religion. Donc je n'irai pas. Mais je les oriente très fortement vers des accompagnateurs que je connais et dont je connais le travail et la valeur. Et s'ils me font confiance, ils y vont. Mmh. Donc on Ouais. continue à travailler en binôme comme on le fait. Je sais pas Thomas, si tu as déjà été confronté peut-être aux mares, tu as d'autres éléments, peut-être, Non, non, c'est dans l'habitat léger qui m'intéresse beaucoup. C'est vrai qu'il y a cette chance peut-être encore que les habitats légers ne sont donc pas soumis à la RE 2020. Donc je ne vais pas le redire deux fois parce que je ne faudrait pas que voilà. Mais pour le moment, c'est plutôt facile. Ouais. Ceci dit, peut-être pour rebondir juste sur la question, j'avais deux autres éléments, c'est que c'est pas, il y a quand même des signaux positifs aujourd'hui, venant même du gouvernement, enfin du ministère du Logement notamment. Enfin, en fin d'année dernière, ils ont fait une publication pour favoriser, enfin pour rendre faisable quoi l'ARA, donc l'auto-réhabilitation accompagnée. Et moi, j'ai bon espoir que, enfin voilà, bon, ça met du temps, ça va mettre du temps, il y a beaucoup de choses à changer.
parce que les organisations professionnelles comme la KPL, la FFB aujourd'hui, en tout cas dans leur représentation nationale, elles n'en sont pas encore forcément favorables, mais en tout cas, enfin, si on regarde les besoins de rénovation énergétique aujourd'hui, l'ARA est un outil très très intéressant. Et par ce biais-là, moi j'ai cet espoir ou ce doux rêve, je ne sais pas encore, que même l'autoconstruction demain bénéficie voilà, de ce qui va se passer avec la réhabilitation, l'auto-réhabilitation, quoi. Enfin, ça me semble tout à fait possible que tout ça bouge dans les prochaines années, quoi. D'ailleurs, la loi Allure, si je ne me trompe pas, de 2014 prévoyait dans cette loi la réhabilitation, d'une certaine manière, de la valeur travail qui avait en son temps permis au Castor justement d'obtenir des financements, quoi, de reconnaître que le temps qu'ils passaient sur leur chantier avait une valeur monétisable et que les banques, en tout cas, du coup, reconnaissaient. Et donc, du coup, ça rendait leur projet viable d'une certaine façon. Enfin bref, donc simplement le décret de cette loi Allure n'est pas encore paru, semble-t-il. Mais voilà, les choses pourraient bouger et je ne sais pas si c'est un des rôles de la FEDAC, mais c'est pas impossible que voilà, le travail qui est en cours à la FEDAC puisse un jour aussi aider à faire bouger ces choses-là. Parce que la question de la décennale et de l'aménagement d'ouvrage, c'est aussi un vrai frein. Enfin, le fait que ce soit compliqué, c'est aussi un vrai frein pour obtenir aujourd'hui un financement auprès des banques, quoi. Quand on a besoin d'être financé pour acheter une maison qu'on voudrait rénover. Enfin bref. Donc tout ça est quand même très lié et c'est donc bon, c'est un sujet très intéressant à développer en tout cas. Alors, c'est totalement le rôle de la FEDAC. Et on espère effectivement qu'il aboutira sur des issues favorables. Pour l'instant, on peut considérer que le contexte est déjà favorable. On parle d'intensification, je n'aime pas trop le mot massification, mais d'intensification de rénovation énergétique qui embarque d'autres types de travaux qui permettent en fait de requalifier, de réhabiliter du bâti existant. Et pour pouvoir atteindre en fait les objectifs qui sont aujourd'hui dictés, il faudrait justement inclure cette manière aussi d'y participer par l'autoréhabilitation accompagnée. Donc le contexte est favorable, effectivement, à nous toutes et tous de participer à ce mouvement pour rendre visible ce qui se fait déjà. Nous n'inventons rien, hein. Ça se fait, comme le disaient tout à l'heure Marie et Thomas, et certains d'entre vous. Voilà, en tout cas, un grand merci vraiment pour ce témoignage, ce moment de partage, ces échanges. Ça s'inclut en fait, hein. L'autoconception, elle est incluse dans l'autoproduction et l'autoproduction, elle inclut l'autoconstruction, D'accord, voilà, ok. l'autoréhabilitation, l'autoconception. En fait, c'est tout ce que nous faisons par nous-mêmes en réhabilitant une intelligence que nous avions en fait, que nos ancêtres avaient, que nos grands-parents avaient et qu'aujourd'hui on a un peu livré, mais de manière monopolisée aux professionnels. Donc les professionnels ont un second rôle dans ce type de projet. Si tu prends l'idiome anglophone, c'est self-help pour auto. Le côté réflexif, c'est Mhm. self-help housing, ils appellent ça. Oui, C'est vraiment nous, on l'a traduit par auto-production de l'habitat, du logement, etc., Mhm. des espaces, voilà. Mais en fait, self-help, je trouve encore plus parlant, c'est-à-dire que c'est vraiment se faire à soi, quoi. Enfin, oui. c'est des soi, quoi. En tout cas, on est plus sur de l'autoproduction autonome. Plusieurs Oui, personnes distinguent cette partie autonomie totale, donc l'autoproduction autonome, de l'autoproduction partielle ou autoproduction hybride. Et surtout, quand on parle d'autoproduction accompagnée, donc autoconstruction accompagnée, autoréhabilitation accompagnée, il y a toujours la présence d'un professionnel, puisque l'accompagnement, on considère, nous, ça comme une activité professionnelle. Ah, bien sûr, oui, ouais, oui. les Tout à artisans fait. font partie, ouais, tout à fait. Donc il y a pas toujours un maître d'œuvre, tu as raison. Heu et d'ailleurs, dans des cas de rénovation, on est assez rare, hein. Ouais, alors ça, c'est C'est encore une ça. question plus vaste, hein, c'est l'appel à l'image de l'architecte et l'image Mhm. de Ça, le rôle, la place de l'architecte en France en général, mais c'est encore une Mhm. autre question. c'est un sujet qu'on aborde dans le groupe, dans le café Twizel, qui nous interroge beaucoup, quoi, sur comment arriver justement sur des phases amont
parce que je pense qu'on est tous, en tout cas des architectes aujourd'hui ce soir, souvent confrontés à des autoconstructeurs, mais qui arrivent très tardivement. Tout est déjà dessiné, tout est déjà conçu, tout est voilà, et ils auraient besoin de nous juste d'une signature pour des formalisations administratives, des formalités pardon, administratives. Et donc ouais, ça pose toutes ces questions de à quoi on pourrait bien servir avant. Et je pense que dans l'imaginaire collectif, c'est effectivement pas très clair. Et en même temps, je trouve ça intéressant parce que ça interroge aussi sur la capacité et la capacitation qu'ont les gens pour faire eux-mêmes aussi leur propre conception. Enfin, en tout cas, enfin Oui. bref. Ouais, tout à fait, c'est aussi un facteur. Merci. Alors, merci à toutes et à tous. Merci surtout à Marie et Thomas. Nous allons en fait normalement publier l'ensemble de cette présentation avec les documents qui ont été présentés et ajouter aussi des liens vers les différents sites qui ont été envoyés, transmis par Thomas en fait dans le chat. Voilà, donc pour conclure, merci beaucoup, c'était passionnant et il y aura probablement un prochain épisode l'année prochaine avec toutes les avancées qui auront été réalisées d'ici là.